bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce lab avec un sujet à la fois d'actualité et un peu touchy, on va dire, mais qui est ô combien important pour l'avenir de la filière automobile et en particulier pour le passage à l'électrique. Alors, si j'étais provocateur, je vous dirais que si on regarde des études, cher Flavien Neuvy, sur une longue période, une 2 chevaux dans les années 1960, ça coûtait à peu près le double de ce que coûte aujourd'hui une voiture premier prix en nombre d'heures de SMIC ou de travail. Donc à l'époque, les voitures, ça pesait beaucoup dans le budget des ménages. Et pourtant, ce qui a fait le succès de l'automobile, c'est justement qu'elle a su se rendre accessible. Le fabuleux succès de l'automobile au XXe siècle, finalement, c'est l'alliance de la liberté de mouvement, cette fantastique liberté qu'apporte encore, que continuera à apporter l'automobile, le concentré de technologie et la passion, et l'accessibilité. C'est-à-dire, si l'automobile avait été d'emblée un produit de luxe, inaccessible, jamais l'industrie automobile n'aurait été ce qu'elle est devenue au niveau mondial. Et on a vu par le passé, les grands constructeurs ont eu des modèles iconiques qui ont été des modèles accessibles au plus grand nombre. Donc on a un sujet qui est absolument capital pour l'avenir de notre filière. Et le passage à l'électrique, qui je rappelle n'est plus une option, regardez les chiffres du mois dernier quand vous apercevez que les véhicules électrifiés avoisine les 30% du marché le mois dernier. Donc le sujet, c'est plus de savoir si on y va. On y va. Et on y va à un rythme qui finalement s'accélère de mois en mois. Les prévisions qui sont les nôtres, les projections que nous faisons sont toujours dépassées par les faits. Nous avions prévu de multiplier par 5 le nombre de véhicules électriques en 5 ans sur le dernier contrat de filière. On a largement dépassé ce volume. Nous avions prévu de multiplier par 4 d'ici 2028-29 le nombre de véhicules vendus, donc passer 200 000 à 800 000 véhicules électriques, et les dernières projections sont plutôt autour de 2027. Donc on a une accélération de ce passage. Et face à ça, vous vous souvenez, régulièrement nous évoquons les 3 écueils du passage à l'électrique. Il y a bien sûr la question de la liberté de mouvement des bornes de recharge. Les bornes de recharge, il y a encore un travail considérable à faire, mais il y a eu des progrès, on ne peut que le constater. On est aujourd'hui à quoi, 110 000 je parle des bornes publiques, bien sûr, on a encore des sujets sur les bornes rapides. Voilà, on y travaille, ce sera dans le prochain contrat de filière. C'est bien sûr absolument essentiel. Il y a la question, évidemment, la question de se poser au départ, les consommateurs, c'est de savoir si on aurait des voitures. Les voitures, ne vous inquiétez pas, les constructeurs, la filière, les équipementiers, les sous-traitants, ils font leur travail. Et les voitures, cher Thierry Koskas, elles sont dans les catalogues aujourd'hui, elles y seront demain. Vous aurez toute la palette de véhicules. Voilà. Donc, le vrai sujet qui reste aujourd'hui, c'est de savoir, pour réussir cette transformation, est-ce qu'on va être capable de rendre ces véhicules accessibles au plus grand nombre. Et donc de revenir finalement à l'essence de l'histoire de l'automobile, d'en faire un bien d'exception, un bien concentré de technologie absolument unique à un prix accessible. Et pour ça, je terminerai par là, nous le savons, on a une courbe d'expérience, on a une phase d'apprentissage qui passe, compte tenu de l'écart de prix de 50% entre une voiture thermique et une voiture électrique, on a une période où on a besoin de compenser par des incentives. Voilà. Et on le sait depuis le début, on l'a dit au gouvernement depuis toujours, qui nous a accompagnés sur ce sujet depuis le début. Simplement, nous pensons que pour réussir cette phase transitoire, avant que les gains de productivité, la production de masse fassent le travail et permettent de baisser le coût, il y a déjà des progrès considérables qui ont été faits sur les batteries, etc. Et bien pour cela, on a besoin de dispositifs qui soient à un niveau élevé, qui soient visibles dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne change pas la règle tous les 8 jours. C'est un énorme sujet pour nous. Ce n'est pas la faute d'Oriane Chenin, mais je le dis au gouvernement régulièrement. Nous avons besoin de dispositifs qui soient pérennes et qui soient lisibles. Voilà. Et
Et le pire pour nous, c'est les stop and go. C'est-à-dire c'est la voiture qui est éligible pendant 2 ans à un bonus, et puis qui ne va plus l'être, et puis ensuite qui passe par un malus. Voilà. Mais ce qui se passe sur les hybrides rechargeables est surréaliste. Nous avions obtenu, il y a 2 ans, 3 ans, du président de la République lui-même, qu'on ait un bonus sur les hybrides rechargeables, parce qu'on pensait que c'était très important pour la période de transition, c'était une réponse adaptée à la période transitoire. Et puis on s'aperçoit que non seulement on a supprimé progressivement ce bonus, mais il va passer en malus à partir de l'année prochaine. Il est même évoqué des malus surréalistes sur les véhicules électriques lourds. Alors, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais c'est un débat. On a entendu certains ministres se prononcer sur le sujet. Voilà. Donc on a vraiment besoin, sur cette question, pour que l'automobile reste un produit accessible, on a besoin de dispositifs d'accompagnement qui soient pérennes, qui soient lisibles et qui soient dans le temps pour permettre à ce marché de décoller littéralement. Voilà, donc c'est pour cela que nous avons souhaité vous réunir ce matin pour évoquer ce sujet. L'automobile doit rester un produit accessible. Merci. Merci Luc. Alors avant d'entrer dans le détail de toutes ces questions et de commencer notre table ronde, on a le plaisir d'accueillir Marie Landiveau. Bonjour. Vous travaillez donc chez 3A Data. On va jeter un œil avec vous, un œil large et professionnel sur l'état du marché aujourd'hui. C'est à vous. Effectivement, bonjour, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc pour commencer cette table ronde, je vous propose de faire un état du marché automobile. Donc pour commencer, on va retenir ces 3 points clés qui sont le vieillissement du parc automobile. Donc le parc roulant vieillit, c'est un constat. Et une partie des acheteurs sont exclus du marché des véhicules neufs et doivent se reporter sur le marché d'occasion. Et les raisons sont simples, c'est l'inflation des tarifs automobiles qui passe par la montée en puissance des SUV sur le marché des véhicules neufs, par la transition écologique donc, qui nous pousse à aller vers des véhicules motorisation hybride et électrique qui sont performants mais plus coûteux. Et donc les voitures électriques, on l'a dit, sont encore difficilement accessibles pour le plus grand nombre. Les conséquences, c'est donc une montée en puissance du marché de l'occasion au détriment de l'achat de voitures neuves. Et la solution de contournement qui était le leasing, finalement, on s'aperçoit qu'elle ne bénéficie pas au plus grand nombre. Donc on va voir ça dans l'étude à travers ces 3 points, l'inflation, le vieillissement du parc. Ok, on y va. Donc le vieillissement du parc, donc on le voit à travers ces 2 pyramides des âges. Donc on a le parc qui est représenté en 2018 et de ce côté-là en 2022. Donc on constate que l'âge moyen du parc vieillit, et on a également un report des véhicules vers les tranches les plus hautes du parc. Volontairement, on a scindé ce parc en véhicules qui ont été achetés neufs et qui n'ont pas été revendus depuis. Donc les gens ont conservé leurs véhicules. Et en orange, on a les véhicules qui ont changé de main plusieurs fois. Et donc les constats, c'est que l'âge moyen des voitures neuves, c'est-à-dire des voitures qui n'ont pas changé de propriétaire, donc a augmenté de 7 mois par rapport à 2018. Et donc l'âge moyen se situe à 6,4 ans. On observe dans ces pyramides des âges la diminution de la part des véhicules neufs âgés de moins d'1 an. On sait pourquoi, c'est manque de véhicules qui ont été mis sur le marché. Et également l'augmentation des véhicules neufs dans la tranche des 3 à 5 ans et dans celle des 10 à 15 ans. Donc l'augmentation de l'âge des véhicules au sein du parc met en évidence cette conservation des véhicules. Et on le voit encore plus nettement. Voilà, les voitures sont conservées plus longtemps. On a observé 7 mois l'année dernière.
Et donc la pénurie de voitures neuves en 2022 et la hausse des prix sont des éléments explicatifs. Les Français conservent davantage leurs voitures en première main et lorsque c'est des voitures qui ont déjà changé de main, elles sont revendues à des âges plus élevés. Donc la conservation des véhicules est une réponse directe à la hausse des prix des véhicules. Et autre élément, autre constat, c'est l'augmentation, on va dire, très forte du marché de l'occasion. On a eu le pic en 2021 où 8 voitures d'occasion ont été achetées pour une voiture neuve achetée à particulier. Donc là, on est sur le segment particulier. Donc c'est vraiment une augmentation, un pic très fort. Donc ça, c'était les constats. Maintenant, on peut analyser quelques facteurs clés explicatifs. Donc le premier, c'est l'augmentation constante des tarifs des véhicules. Là, on a pris un exemple de quelques modèles de véhicules à essence et on s'aperçoit de 2010 à 2023, les prix ont progressé. Donc là, c'est une comparaison de prix catalogue basique. Donc on voit que sur cette période, les prix des véhicules thermiques ont augmenté. Autre élément, c'est qu'on passe d'un marché de petites voitures à un marché de SUV. Donc en 2012, on avait un marché essentiellement concentré sur les segments A, B et C, les citadines, les polyvalentes et les compactes. Et en 2023, on voit que la représentation est complètement différente. C'est l'essor des SUV et par exemple, on observe qu'en 2012, les BSUV représentaient à peine 2% et en 2023, ils sont à 13% des ventes de véhicules neufs. Idem pour les CSUV, donc, qui sont passés de 10 à 17%. Dans le même temps, on voit une disparition de tous les véhicules de type monospace compact. Voilà, donc c'est une transformation en tout cas du marché. Et troisième élément, c'est l'essor des motorisations alternatives. Donc on le sait, depuis 2020, les motorisations hybrides rechargeables et électriques occupent désormais le paysage automobile. Et on observe donc qu'en 2012, ils étaient quasiment inexistants et que c'était les véhicules thermiques qui prédominaient. Et en 2023, donc, les motorisations thermiques représentent seulement une vente sur deux de voitures neuves et les véhicules à motorisation électrique et hybride, donc électrique c'est 16% du marché et hybride un tiers du marché. Autre point, c'est le différentiel de prix entre la version thermique et la version électrique d'un même modèle. Donc on a fait une petite comparaison toute simple en comparant donc des modèles avec le prix catalogue. Donc vous avez deux comparaisons. La barre orange compare donc les prix catalogue de la version thermique et de la version électrique simplement. Et la barre vert compare le différentiel donc, de la version thermique et électrique en appliquant le bonus et le malus lorsque c'est le cas sur la version thermique. Et donc malgré les aides gouvernementales, le prix à payer pour accéder à une voiture électrique reste élevé, le différentiel reste élevé, même si pour certains modèles, il y a une compensation évidente entre les thermiques et l'électrique. Donc les conséquences, les répercussions, on va le voir, c'est, comme je l'ai expliqué, un report des acheteurs vers le marché de l'occasion. En 2012, le marché du neuf représentait 17% de l'ensemble des achats de voitures des Français. Et en 2023, c'est tombé à 14%. Donc les raisons, je les ai rappelées, on les connaît déjà tous. Il y a eu l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, les contraintes de production liées à la crise du Covid, les contraintes réglementaires environnementales qui sont de plus en plus strictes. Et dernier point, c'est le leasing qui gagne en puissance, mais qui malheureusement ne touche pas tous les types d'acheteurs.
Donc on observe que le leasing est privilégié dans les achats de véhicules neufs entre 20 000 et 45 000. Il y a un pic de LOA entre 20 000 et 35 000 euros. Et la LLD touche plutôt des véhicules plus chers, entre 40 000 et 50 000 euros. Et c'est lorsqu'on observe le profil des utilisateurs du leasing que donc on constate que ce sont plutôt des gens plutôt plus jeunes que des acheteurs comptant ou à crédit, qu'il y a une surreprésentation des femmes, mais également que c'est plutôt des personnes à pouvoir d'achat confortable qui recourent au leasing. Donc c'est une solution qui ne touche pas l'ensemble des foyers pour accéder à la voiture. Voilà, donc donc le propos c'était de constater que le vieillissement du parc est avéré, qu'il écarte une certaine partie des acheteurs sont écartés du marché du neuf et sont contraints de se reporter sur le véhicule d'occasion ou sortir du marché automobile. Les raisons sont donc la premiumisation du marché avec la montée en puissance des SUV, la transition écologique qui pousse vers des véhicules moins polluants mais actuellement encore assez coûteux, et donc l'accès difficile aux véhicules électriques. Enfin, les conséquences, les répercussions, c'est donc la montée en puissance du marché de l'occasion au détriment du marché du neuf et la solution de leasing qui n'est pas accessible encore pour tout le monde. Voilà. Merci Marie-Laure Niveau. Merci. Vous restez avec nous, bien sûr, pour engager cette table ronde. Alors, je vais affiner un petit peu les présentations avant qu'on démarre avec les premières questions. Oriane Chenin, merci d'être avec nous. Vous travaillez à la Direction Générale des Entreprises à Bercy. Vous vous occupez du secteur matériel de transport, mécanique et énergie, pas que l'automobile donc, mais vous travaillez plus particulièrement avec une équipe dédiée à l'automobile, vous me l'avez expliqué, et évidemment vous travaillez sur les bonus, un sujet qu'on abordera dans un instant. À vos côtés, Flavien Neuvy. Bonjour Flavien, directeur de l'Observatoire CTLM. Vous suivez de près le monde de l'automobile, on le sait depuis quelques années maintenant, de l'automobile et des mobilités. Vous êtes conseiller départemental du Puy-de-Dôme et vous êtes maire d'une commune Cébaza, à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Vous êtes un homme de terrain. Thierry Koskas, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes depuis le début de l'année le nouveau directeur général de Citroën, tout en restant bien sûr directeur des ventes et du marketing du groupe Stellantis. Je rappelle, Stellantis, 14 marques, et vous voulez vendre 100% de véhicules électriques en Europe à l'horizon 2030. L'objectif est maintenu. Donc les questions sont nombreuses. Je vous propose une table ronde en deux temps. D'abord, pourquoi est-ce que finalement on a ce problème d'accès à l'automobile? On va y revenir en détail. Est-ce que ça n'est qu'une question de prix? Ça, c'est vraiment une question importante. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut agir? Quelles solutions trouver pour relancer les marchés français et européens, tout en assurant cette fameuse transition écologique? On a là des injonctions contradictoires. Puis il y a aussi une question qui est en toile de fond de tout cela. Est-ce qu'on pourra vraiment tenir le pari de l'interdiction des véhicules thermiques en 2035? De plus en plus de voix s'élèvent pour dire que ça ne sera pas tenable. C'est dans tout juste 11 ans. Je vais commencer avec vous, Flavien Neuvy. Qu'est-ce qu'on dit en Auvergne quand vous parlez automobile avec vos administrés? Quel est le ressenti sur le terrain? Là, on a vu les chiffres. Comment c'est vécu? Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, on me dit plusieurs choses. D'abord, la première chose qu'on me dit, c'est que les gens sont attachés à leur voiture. Alors, je suis dans le Puy-de-Dôme, un département magnifique, voilà, fin de la page de pub. C'est un département qui est assez peu densément peuplé. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Clermont-Ferrand, la métropole de Clermont, hein, c'est la moitié du département, 150 000 habitants sur Clermont-Ferrand, 300 000 sur la métropole, c'est à peu près 900 habitants au kilomètre carré, alors que si on prend Lyon Métropole, c'est 3 fois plus. Donc on a et sur le département, du coup, c'est encore plus rural. Donc la voiture est un objet de vie indispensable. Les gens en ont besoin pour aller travailler, emmener les enfants à l'école, donc ils sont très attachés à leur voiture. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'ils me disent, c'est qu'ils trouvent les voitures, et on l'a vu dans les chiffres, extraordinairement chères, beaucoup trop chères en tout cas pour ce qu'ils peuvent mettre sur la table. Très peu nombreux sont ceux qui peuvent mettre 30, 35, 40 000 euros pour l'achat d'une voiture neuve. Et donc ils se tournent... Et ça touche les familles aisées ou relativement aisées également. Oui, et du coup, pour répondre à une partie de la question qui a été posée, est-ce que c'est la seule explication? Est-ce que le prix est la seule explication? Non, parce que même celles et ceux qui ont les moyens,
qui auraient les moyens de mettre autant d'argent dans une voiture ne veulent plus forcément le faire aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le budget des ménages a beaucoup évolué au cours de ces 60 dernières années. Et moi, j'ai pour habitude de dire que le principal concurrent des constructeurs, des concessionnaires auto, c'est pas tellement le concessionnaire qui est en face ou la marque concurrente, c'est la maison, c'est le logement. On a un gros problème de logement en France. En plus, avec les différentes décisions politiques qui ont été prises, je pense que ça va s'accélérer. C'est-à-dire que le poids du logement dans le budget des ménages va continuer de croître. Et qu'on a en France, comment dire, je vous donne ce chiffre qui est assez fascinant en réalité, quand on y réfléchit 2 secondes. Sur ces 60 dernières années, 60 ans, hein, quand on regarde l'évolution du pouvoir d'achat des ménages, statistiquement, c'est mesuré précisément par l'INSEE, il n'a baissé que 3 fois. En 85, en 2012 et en 2013. Et quand vous interrogez les Français, vous leur demandez comment évolue leur niveau de vie, ils vous disent qu'ils n'arrêtent pas de baisser. Et donc il y a une extrême sensibilité sur le pouvoir d'achat, sur les marges de manœuvre financières. Et aujourd'hui, le logement pèse de plus en plus lourd, et puis il y a de nouvelles dépenses, streaming, etc. Et donc, résultat des courses, la part du budget disponible pour la mobilité, elle est vraiment prise en étau. Enfin, dernier point sur ce qu'ils me disent, et ça, je pense que c'est un vrai sujet, là, pour le coup, et c'est lié à ce qu'évoquait tout à l'heure Luc Châtel sur l'évolution des règles, etc., c'est qu'ils sont perdus. Moi, ils viennent me voir à la mairie en disant « Ah, monsieur le maire, alors, vous… » Ils me voient de temps en temps à la télé, ils me disent « Vous, qui êtes spécialiste de la voiture, là, j'envisage de changer de voiture, qu'est-ce qu'il faut acheter ?» Je leur dis « Mais débrouillez-vous, hein, moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne peux pas vous donner de conseils. » Je leur dis à la limite ce que j'ai acheté. Je leur dis « Moi, j'ai acheté un véhicule diesel, mais moi, je ne vous donne pas de conseils parce que je ne sais pas. » Et donc, il y a une espèce de brouillard qui s'est créé autour de tout ça. Moi, je vous donne juste un exemple pour illustrer mon propos. La voiture électrique, ok, le choix a été fait, tout le monde l'a entendu, il faut aller vers l'électrique, etc. Et moi, ils sont venus me voir cet hiver en me disant « Monsieur le maire, je ne comprends plus. On nous dit qu'il faut acheter des voitures électriques et tous les jours, on nous parle de coupure d'électricité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On nous dit que la voiture électrique, elle est plus chère à l'achat, mais qu'on va se rattraper sur l'utilisation de la voiture, mais les prix de l'électricité augmentent. Donc, si vous voulez, tous ces messages, finalement, qui paraissent un peu contradictoires, génèrent chez les automobilistes du scepticisme et de l'attentisme. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens et qui sont d'accord pour acheter une voiture neuve se disent « C'est peut-être pas encore le moment, il faut attendre. » Il est urgent d'attendre parce qu'on n'y voit pas bien clair. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, on arrive sur les chiffres. À peu près 2% des ménages, 2,5% des ménages achètent une voiture neuve chaque année. On avait 2 à 3 fois plus de ménages au milieu des années 90. Le marché aux particuliers s'effondre. Et j'ajoute un élément tiré d'une étude CTLM dans 18 pays, hein, 3 automobilistes sur 4 disent clairement qu'ils ne peuvent pas vivre sans voiture. Thierry Koskas, quelle analyse faites-vous chez Stellantis de ce qui se passe sur le marché français, hein? On sait que vous êtes un groupe mondial, mais sur le marché français. Je dirais, ce que l'on voit, le constat qui a été montré est assez clair. C'est vrai que dans les années récentes, le prix des véhicules a augmenté pour, je dirais, 2 raisons principales. La première, c'est tous les phénomènes d'inflation, de matières premières, etc. Parce que quelque part, on a besoin de beaucoup de matériaux pour produire nos véhicules. Et puis, le deuxième, c'est… vous l'avez dit, le mouvement vers l'électrification, parce qu'aujourd'hui, une voiture électrique est plus chère à produire et donc à vendre qu'une voiture thermique. On a montré les écarts tout à l'heure. Et donc, pour nous, c'est un enjeu vital d'essayer d'abord de contenir le plus possible le prix de nos véhicules et d'être capable de… Est-ce que vous confirmez ce que dit l'agence Fichte ? Les voitures neuves ont augmenté de 40% en 2 ans en Europe. C'est pas les chiffres que j'ai. Hein. C'est pas les chiffres que j'ai. En tout cas, Combien à peu près ? C'est beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. 20%? En tout cas, peut-être à peu près de cet ordre-là, mais okay. En tout cas, je ne reconnais pas 40%. Mais je disais, le deuxième enjeu, c'est d'être capable de proposer des voitures électriques abordables. Et sans vouloir faire la pub de Citroën, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Mais c'est un enjeu vital, bien entendu, parce que on va vers l'électrification. Et là, c'est un mouvement clair. Mais donc, il faut que ce soit abordable pour les clients. Thierry Koskas, pourquoi les petites voitures sont-elles en train de toutes disparaître ? Pas seulement chez Stellantis, chez Renault, chez Opel, enfin, partout. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de petites voitures ? Une petite voiture, finalement, par définition, c'est moins cher qu'une grande. Qu'une grosse. Donc ça peut être plus abordable. Je dirais, on a le marché de ce qu'on appelait le segment A, qui était des voitures comme la Citroën C1, il était finalement très limité. Donc il y avait une demande qui était assez faible. Pourquoi ? Parce que l'écart de prix avec le segment B, type Citroën C3, était assez limité. Et finalement, on avait des voitures qui étaient plus petites. Donc je dirais, il y a…
à la fois, le marché n'est pas en train de disparaître, puisqu'on a des voitures aujourd'hui sur le segment B qui sont de toute façon plus abordables, et on voit d'autres marchés s'ouvrir, comme notamment celui de la micromobilité. Citroën Ami a été un succès impressionnant. Il vaut mieux vendre une Citroën Ami qu'une C1, ex-C1. Bah, si vous voulez, pour un usage urbain, franchement, une Citroën Ami, c'est absolument parfait, parce que pour un usage en ville, c'est absolument ce dont vous avez besoin. Et après, par contre, si vous voulez sortir de la ville, etc., on est plutôt sur le segment B, type Citroën C3. Mais vous dites qu'il n'y a pas de marché, il n'y a plus de marché pour l'offre, elle était franchement très limitée, et ce que l'on voit en Europe, c'est que le segment A était vraiment un segment très faible, dans lequel il reste très peu d'offres aujourd'hui. Un dernier mot, je vais revenir évidemment vers vous. Est-ce que cette situation concerne tous vos marchés en Europe, ou est-ce qu'il y a une spécificité française? Non, je ne pense pas qu'il y ait de spécificité française. D'ailleurs, la France est l'un des marchés qui est le plus en avant sur l'électrification, mais je ne vois pas de différence avec d'autres marchés européens. Oriane Cholin, quel constat faites-vous à Bercy sur tout ce qui vient d'être dit et sur cette difficulté d'accès sur laquelle vous travaillez? On va parler des bonus. Merci beaucoup. Alors nous, effectivement, on a d'abord une approche industrielle, en fait, et on veut faire de ce grand défi de la transition énergétique une opportunité pour la France de continuer à être une grande nation du véhicule et du véhicule électrique. Alors c'est vrai qu'effectivement, on remet toujours en cause 2035, pourquoi on a laissé ça, pourquoi on a laissé l'électrique aux Chinois alors qu'ils maîtrisaient mal le moteur thermique et qu'on avait un avantage concurrentiel là-dessus, etc. Voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce que le transport routier, qui est à l'origine de plus de 30% des émissions, est le secteur qui a moins abaissé en fait ses émissions, et qu'on doit tous être dans une Europe carbone free en 2050. Un véhicule en moyenne, ça dure 15 ans, donc 2050 moins 15 ans, ça fait 2035. Donc quand on se dit pourquoi 2035, etc., parce que tout simplement pour arriver à cet objectif qui est simplement un objectif de santé publique pour nos enfants. Donc si on part de ce constat-là très clair, nous on a une vision qui je pense, et sur laquelle on partage énormément avec la PFA, qui pour nous est un interlocuteur clé, avec les constructeurs, qui est de dire c'est maintenant qu'il faut investir absolument. Plus on retarde, plus les Chinois qui ont commencé il y a 10 ou 15 ans en fait, seront compétitifs par rapport à nous. Et l'offre chinoise, on ne la voyait pas il y a un an et on la voit aujourd'hui très clairement. Et là encore, ça doit être un incentive, un aiguillon. On est pour un marché ouvert. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, il faut qu'on ait une vision très claire de ce qu'on veut faire. Et ce qu'on veut faire, c'est d'abord soutenir le plus possible les constructeurs, faire en sorte que les constructeurs y puissent rapatrier en France la production de véhicules électriques. Stellantis a annoncé 12 silhouettes 2024-2025. Renault, dans le cas notamment d'Electricity, la R5, la R4, etc., avec des défis incroyables, parce que faire une Renault en 9 heures, ça va être un défi incroyable. Vous dites le test, c'est la Renault 5, la future Renault 5 électrique, c'est ça? Ça va être un test intéressant, parce que si effectivement aujourd'hui on arrive à produire en France des véhicules incroyables, et j'ai eu la chance de louer des véhicules électriques français cet été, effectivement fabuleux, et qu'on arrive à ce qu'ils soient aussi compétitifs, là on aura gagné effectivement ce combat-là. Je pense que les Français sont attachés en fait aux marques. Ils sont attachés aussi à des véhicules qui sont vertueux dans leur phénomène de production. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a transformé bonus écologique, donc 5 à 7 000 euros, qui sont octroyés aux acheteurs d'un véhicule électrique, avec une réforme qui rentre en vigueur depuis hier, puisqu'en fait la plateforme ADEME a ouvert hier pour déposer ses demandes. On va la détailler tout à l'heure. Dans le même temps, vous renforcez le malus écologique en 2024. Ça va renchérir les prix de petites voitures comme la 208, la Clio, la Sandero, etc. Il y a une marche forcée vers l'électrique. Et ça, le consommateur ne le comprend pas, ou mal. Certains consommateurs disent non. Je veux encore acheter du thermique, je veux encore acheter de l'hybride, rechargeable ou pas. Ce que vous dites, c'est intéressant. Nous, on a une vision qui est très claire, c'est qu'on ne met de l'argent public que ce qui est vertueux, en fait, pour le pays et pour la transition et pour la pollution de l'air. Donc, on n'interdit pas. La seule chose, c'est que là, on met de l'argent public. Le bonus écologique, c'est plus d'1 milliard d'euros. Donc, ce n'est pas des petites sommes, c'est des budgets extrêmement importants. Voilà, on veut juste que le soutien public il soit orienté vers des éléments en fait, qui puissent être vertueux et d'accompagner tous ceux qui effectivement vont payer plus cher. Alors, on a vu qu'on ne compense pas totalement, mais 5 à 7 000 euros, c'est pas rien. Voilà, donc là, cette position-là, elle est extrêmement claire. Bien évidemment, on n'interdit aucune vente, mais on veut effectivement
concentrer l'argent public sur ce qui nous permet de soutenir en fait l'électrification du parc. Le malus au poids, c'est la même chose, qui va passer à 1,6 tonne en 2024. 9% des modèles, je crois, pourraient être concernés. Thierry Koskas, c'est ça? Le malus au poids. Oui, effectivement, c'est ce qu'on Oui. a entendu. Mais vous dites on soutient les constructeurs, mais ça ne fait pas leur affaire. Hein. Alors le malus au poids, on le regarde bien, on regarde tous les véhicules. Voilà, dans les véhicules peut-être que M. Koskas représente, il y en a peu qui vont être concernés. Donc bien évidemment, tout ça, on le monitore en permanence. Comme on a une collaboration particulièrement agréable avec tous les constructeurs, ils partagent les données là-dessus, et donc on fait quand même attention à ce qu'on fait. Maintenant, là encore, hein, et on le voit avec le bonus écologique, plus une voiture est lourde en acier, en alumine, etc., plus son empreinte carbone, en fait. Hein, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on va avoir des véhicules qui vont être zéro émission. Donc on est obligé de passer de ce qu'on regardait qui était à l'usage au cycle de production, en fait. Hein. Et effectivement, entre un véhicule produit de façon très lourde avec de l'acier en très grande quantité, etc., il y a un impact différent en termes d'analyse du cycle de vie, et c'est ça qu'on essaye de regarder. Flavien Levy, on est au cœur des injonctions contradictoires, là, quand même. Hein. N'est-ce pas? Nous préservons l'environnement, mais en même temps, les commandes baissent. Et elles baissent de manière assez spectaculaire. Oui, on a des injonctions contradictoires, c'est-à-dire que, effectivement, j'entends ce qui vient d'être dit sur l'impact environnemental. Plus une voiture est grosse, plus elle a de l'acier, plus elle nécessite des ressources, des matières premières, etc. Sauf que c'est celle qu'on construit sur notre territoire national. Donc on veut défendre l'industrie automobile, mais en même temps on ne veut plus des voitures qui sont fabriquées sur notre territoire national, parce que la structure de coût de notre pays, tout le monde connaît ça par cœur, fait que bah oui, on ne peut pas construire une petite voiture et gagner de l'argent en construisant une petite voiture en France. Donc on est au cœur des injonctions contradictoires qui alimentent encore une fois le scepticisme général qu'on ressent chez les automobilistes. Hein. Et les allers-retours, alors j'entends ce qui vient d'être dit sur 2035, moi je ne sais pas du tout, je ne fais pas de pronostic en la matière, le cap semble clair, les décisions prises, etc. Enfin je rappelle quand même qu'en 2008, Grenelle de l'environnement, je parle sous le contrôle de Luc Châtel, qui doit s'en souvenir évidemment, non mais le bonus écologique à l'époque c'était pour tous les véhicules qui émettaient le moins de CO2. Déjà à l'époque on se disait oui mais on va subventionner des petits véhicules diesel qui ne sont pas trop fabriqués en France. Il y avait déjà ce débat à l'époque, fabriqués en Europe centrale. Et donc, ça a très bien marché. Donc, à l'époque, on dit aux Françaises et aux Français, achetez du diesel, c'est ce qui est bon pour la planète, avec l'accord de toutes les associations environnementales. On dit aux constructeurs en même temps, c'est le diesel l'avenir. Allez-y, investissez, puisqu'on subventionne le diesel jusqu'en 2011. Tant et si bien que vous avez des gens qui, évidemment, ont acheté du diesel. En 2011, je rappelle, 75% des IMAT étaient diesel. Et juste, je termine là-dessus, pour vous dire à quel point ça peut susciter, c'est quand même sensible, et ça peut susciter, allez, de l'incompréhension, voire de la colère. Un diesel 2011, c'est critère 3. D'accord? Donc, on a incité les gens à acheter des véhicules diesel critère 3, qui sont critère 3 aujourd'hui, et ces mêmes véhicules, aujourd'hui, on leur dit « Ah non, mais attendez, avec ton vieux véhicule diesel, on ne veut plus le voir dans nos centres-villes. » Véhicule moyen dans les zones dites défavorisées, un diesel de 11 ans d'âge. Oui, oui, et donc ces diesels-là qui ont été poussés à un moment donné par l'État, aujourd'hui, on veut les interdire dans les zones à faible émission, même s'il y a eu une reculade sur le sujet dans beaucoup de métropoles. Donc ça génère de l'incompréhension et encore une fois, du scepticisme, parfois de la colère et en tout cas de l'attentisme. Peut-être vous me permettez juste, pardonnez-moi, parce que quand vous dites qu'il n'est pas possible aujourd'hui de produire en France des petits véhicules qui soient rentables. Aujourd'hui, il y a quand même des exemples, hein, notamment l'usine qui le produit le plus en France, c'est des petits véhicules. Alors effectivement avec une technologie qui n'est pas la technologie électrique, mais qui ont fait le pari que ce soit rentable, et ça l'est. Donc je pense qu'on ne peut pas dire totalement, et nous, on parle de Toyota, pour ne pas le citer, hein, voilà. Donc non mais après je pense qu'effectivement c'est aussi important en tant que responsable de dire des choses qui soient réelles, et le pari de la R5 par exemple, hein, et je pense que M. Koskas pourrait le dire sur les véhicules Stellantis, hein, puisqu'il y en a 12 qui vont être assemblés en France à compter de 2024 et dans les années qui suivent, ça va être un pari extrêmement important. On a quand même aujourd'hui des usines, et on fait le pari par exemple sur les batteries, hein, avec des taux de rebut de nos usines de batteries qui vont être les plus bas dans le monde, avec des technologies hyper innovantes. Donc ce pari aujourd'hui industriel qui est de dire qu'on peut faire en France des choses qui soient compétitives, hein, face à un marché qui est hautement compétitif, en tout cas c'est le pari qu'on lance, et si on ne faisait rien aujourd'hui, on n'arriverait pas à avancer. Oui. Juste un mot sur Toyota, parce qu'à chaque fois, effectivement, quand on évoque ce sujet, on dit mais regardez Toyota. Mais pardon de le dire, mais on compare des choses qui ne sont pas comparables. L'implantation de Toyota est très récente, ils ont un site de production. Je ne sais pas combien on a Stellantis en France, j'ai plus le chiffre en tête, ou même le groupe Renault, mais si effectivement il n'y avait qu'une usine en France qui produise 1 million de véhicules par an, il y aurait
des gains de productivité, des gains d'efficacité qui permettraient peut-être de faire baisser les prix, mais ça nécessiterait de fermer toutes les autres usines, ce qui est strictement impossible, on le sait bien. Donc je pense sincèrement, et c'est un problème, mais on le sait tous, encore une fois, et encore une fois, là pour le coup, le gouvernement, là je reprends ma casquette d'élu, d'élu local, le gouvernement s'est saisi du sujet sur les coûts de production, notamment les impôts de production. C'est un sujet pour les constructeurs de faire en sorte de baisser les coûts de production pour qu'on puisse rendre possible la production de véhicules moins chers à la fin. Parce que sinon, on ne relocalisera pas la production des segments B. Mais enfin, moi, j'ai du mal à y croire, honnêtement. Thierry Koskas, quand vous rapatriez des modèles en France, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le cas, il y a des modèles fabriqués depuis longtemps en France chez Stellantis. Quand vous les rapatriez, vous avez des coûts qui sont au-dessus de la moyenne. Comment est-ce que vous pouvez tenir les prix ? C'est l'efficacité de notre production. Vous savez, Stellantis produit en France ou va produire des batteries, des moteurs et des véhicules électriques. Et si je parle pour la marque que je représente, le futur C5 Aircross qui va remplacer l'actuel qui est fabriqué à Rennes sera électrique, 100% électrique. Et on est super content de le fabriquer en France. Et on a une usine, je peux vous dire que j'y ai passé du temps, dans laquelle on essaye d'améliorer au maximum l'efficacité, la productivité, etc., pour que cette usine puisse produire de manière compétitive une voiture 100% électrique. Donc c'est possible. On vous accuse, pas seulement Stellantis, Renault, BMW, Volkswagen, tous, on vous accuse de privilégier les modèles à forte marge depuis la sortie du Covid, ce qui explique en partie la flambée des prix, et que vous laissez tomber les autres modèles. Comment vous réagissez à ça ? Je peux vous dire que, en tout cas pour moi, c'est pas le cas parce que Citroën vend d'abord une gamme très large, mais en particulier beaucoup de Citroën C3, qui n'est pas forcément le véhicule à plus de marge, mais c'est celui qui est le plus intéressant aujourd'hui pour les clients, qui représente à peu près 40% de nos ventes de véhicules particuliers. Et ce que l'on va faire avec la future C3 électrique montre vraiment qu'on n'est pas du tout dans une stratégie de privilégier des voitures haut de gamme. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. Vous en parlez, comment est-ce que vous allez faire cette nouvelle C3 électrique qu'on aura en concession l'été prochain ou au printemps prochain? Vous la promettez à 25 000 € avant bonus, c'est bien cela? Oui, moins de 25 000 € avant bonus. Comment vous faites? Je dirais il n'y a pas de recette magique. Il y a d'abord une voiture qui est dimensionnée au juste niveau, avec l'autonomie nécessaire, avec tous les équipements nécessaires. Donc il y a une optimisation, on va dire, du package de la voiture. Il y a une production qui est extrêmement efficace. Il y a une nouvelle plateforme qui a été aussi pensée électrique dès le départ. Donc c'est pas de recette miracle, mais c'est beaucoup d'ingéniosité et d'efficacité. Ça ne sera pas une sous-C3. Ah, surtout pas. Elle a absolument tous les équipements que vous pouvez imaginer dès le premier niveau. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on la révèle lundi ou mardi, mais en tout cas, elle aura absolument tous les équipements que vous avez sur ce segment. Oui. Est-ce que plus généralement, vous sentez les uns et les autres une moindre appétence pour l'objet automobile? Est-ce que tout cela n'est qu'une question de prix ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en compte? Je sais que vous voyagez dans le monde entier. Oui. Alors, d'abord, je pense que c'est une vision assez française des choses. J'ai travaillé à peu près dans tous les continents et je peux vous dire que l'automobile, ça reste un objet de désir et de plaisir dans beaucoup de régions du monde. J'ai été pendant 3 ans patron d'un constructeur en Argentine. Je peux vous dire que les jeunes Argentins rêvent tous d'avoir une voiture. Et donc je pense pas que... Pour l'instant, ça reste un rêve pour eux. Non, alors bien sûr, évidemment. Mais en tout cas, je pense pas que en Europe l'automobile soit plus un objet. D'abord, c'est un objet de nécessité parce que on a besoin de se déplacer et on a besoin de la mobilité individuelle. Et après, je pense que les marques continuent à faire rêver beaucoup de gens. C'est à nous d'ailleurs de continuer à pousser et à promouvoir nos marques et surtout à proposer des véhicules qui soient abordables au plus grand nombre. C'est ça notre objectif. Flavien Neuvy, sur le terrain, encore une fois, vous sentez qu'il y a toujours l'appétence pour l'automobile. Évidemment qu'il y a la nécessité, on sait bien qu'en zone périurbaine ou rurale, sans voiture, on n'existe pas.
Mais au-delà de cela, est-ce qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'automobile? Bah, en tout cas, elle est quand même beaucoup stigmatisée quand même dans le débat public, il faut le dire. C'est-à-dire que, et que moi j'ai le sentiment, on avait fait une étude là-dessus, on avait ça, on appelait l'étude de la fracture automobile, il y a quand même deux France qui ne se comprennent plus beaucoup quand on parle de voiture. Il y a la France des métropoles au sein desquelles se déplacer autrement ou se déplacer sans voiture est possible. Il y a du transport collectif, métro, tram, bus, etc., vélo en libre service. Et donc, quand vous êtes vélo taffeur et que tous les matins, avec votre vélo cargo, vous allez emmener vos enfants à l'école ou je sais pas où, vous voyez la voiture, le SUV comme un ennemi dangereux, polluant. Et à l'inverse, il y a la France périurbaine, rurale, qui, elle, voit la voiture comme le seul moyen de locomotion et qui prend du plaisir au volant en plus. Alors évidemment, ces deux France-là, quand elles parlent de mobilité, elles se comprennent dans pas. les jeunes générations. Y compris dans les jeunes générations, contrairement à ce qu'on peut penser, je peux vous dire que quand vous êtes aguerré à Clermont-Ferrand ou je ne sais pas où, quand vous avez 18 ans, il faut vite que vous ayez votre permis, sinon vous êtes quand même assez rapidement coincé. Donc je crois qu'il y a effectivement deux France qui ne se comprennent plus quand on parle de voiture. Et puis, il y a un autre élément quand même qu'il faut avoir en tête, c'est que la place de la voiture, l'imaginaire autour de la voiture a quand même évolué. C'est-à-dire que la voiture n'est plus un objet statutaire. Voilà, ça a été longtemps le cas, et c'est aussi encore le cas dans les pays en développement, c'est-à-dire que quand la classe moyenne se développe, quand les gens commencent à avoir les moyens financiers nécessaires, ils achètent une voiture, c'est un des premiers achats que les classes moyennes font, c'est pour ça qu'en Chine, on a eu le marché qui est passé de 500 000 voitures à 25 millions en une vingtaine d'années, mais c'est plus le cas en France. Par contre, il y a un élément qui résiste, c'est la notion de plaisir. Et nous, on l'a testé à de multiples reprises, des entretiens qualitatifs, du Conti, on a fait des gros échantillons. Les gens nous disent, ben oui, alors, quand je suis au volant, je suis tranquille, j'écoute de la musique, je pense à autre chose, etc. Et je prends du plaisir à être au volant. Alors, quand on dit ça à l'autre France, vélo taffeur en quelque sorte, évidemment, ça hérisse le poil. Donc, c'est un sujet qui est très clivant en réalité. Oriane Chemin, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment agir? Vous travaillez sur le bonus. Où est-ce qu'on en est de ce projet de décret et d'arrêté donc relatif au bonus écologique? Et quel calendrier? Donc on a travaillé très étroitement depuis mars dernier, depuis l'annonce par le ministre de l'économie de sa loi Industrie verte, pour créer une méthodologie suffisamment robuste et crédible sur laquelle on a consulté tout le monde au cours de l'été. Et on vient de publier donc, au journal officiel de samedi dernier l'ensemble de la réforme, donc 2 décrets et un arrêté. Donc, en quoi consiste cette réforme? Donc, cette réforme, elle vise maintenant, dès lors on ne soutenait effectivement plus que des véhicules électriques sur le bonus, donc pas de véhicules hybrides, comme Neuchâtel l'a rappelé, depuis le 1er janvier 2023. Et là maintenant, en fait, on va garder les mêmes règles actuelles, donc 0 émission, moins de 47 000 € et moins de 2,4 tonnes. Et on va rajouter en fait un éco-score pour tenir compte de la performance environnementale de la production du véhicule. Donc en gros, comment ça fonctionne? Pour faire simple, et on a une méthode simplifiée et une méthode dérogatoire, mais la méthode simplifiée, on va simplement donner le pays d'assemblage, on va donner la quantité de métaux ferreux, d'aluminium, d'autres matériaux, donc le pays d'assemblage et des éléments sur la logistique. J'en ai oublié un, il y en a 6 en tout. Et grâce à ça, en fait, par défaut, ça va calculer en fait, un facteur d'émission pour chacun des différents composants du véhicule. Ce facteur, ça va donner en fait le contenu carbone de la production du véhicule et ça va se traduire en points. Soit on a plus de 60 points parce que ça sort beaucoup et à ce moment-là on a le droit au bonus, soit on a moins de 60 points, on n'a pas le droit. Et il n'y a pas de dispositif du genre j'ai 58 points, j'ai quand même droit. Donc c'est vraiment un coup près. Alors il y a différents, donc on a utilisé à chaque fois les bases de données, donc on a un travail fait conjointement entre l'ADEME, la DGEC, donc la Direction Générale Énergie Climat et nous, Direction Générale des Entreprises. Donc on a utilisé des méthodologies hyper robustes, on a utilisé des bases de données qui sont des bases de données reconnues de façon internationale. Et ça, je vous avoue qu'on a été pas mal challengés par les Coréens, par les Japonais qui ont vu qu'on n'avait justement pas retraité les chiffres pour éviter de tout flanc à la critique. On a bien évidemment présenté tout ça à la Commission pour éviter tout sujet. Alors il y a ce critère logistique qui est sujet à débat. Pourquoi on a tenu à le prendre? Parce qu'aujourd'hui, la logistique représente entre 15 et 20% du contenu carbone d'un véhicule et on considérait que l'écarter complètement n'était pas forcément juste. Là aussi, on a pris une base de données qui est celle du GLEC, en fait, qui est le Global Council, le Logistic Council, pardon, avec là encore des chiffres qui sont directement visibles de facteurs d'émission. Voilà, tout ça, on le lance là, en fait, à partir du 10 octobre. Tous les constructeurs, pour chacun de leurs véhicules et chacune de leurs versions, en fait, vont déposer selon cette méthode simplifiée. C'est pas si compliqué que ça, parce qu'on ne demande pas tant d'informations, juste pour les 6 critères, leur demande. Et le 15 décembre, il y a un premier arrêté qui va sortir, qui va donner la liste des véhicules éligibles.
que je connaîtrai en allant sur la plateforme. Exactement. Et en allant sur la plateforme, on mettra le véhicule qu'on veut acheter et on vous dira automatiquement s'il est éligible ou non. Il y a une petite manip, c'est que tous les véhicules qui ont été commandés avant le 15 décembre, en fait, pourront encore bénéficier de l'ancien dispositif dans un délai de 3 mois. Et après, effectivement, alors on sait que cette période, elle est difficile, elle est courte en fait, mais qu'à un moment donné, pour une réforme de cette ampleur, voilà, il faut y aller. Elle a été annoncée pas mal de mois en avance, on a consulté sur le texte cet été, et donc on pense que les constructeurs ont la possibilité de s'adapter, même si ça va être contraignant pour tout le monde. Montant du bonus? Donc le bonus, son montant ne change pas, il est de 5 à 7 000 euros. Oui. En fait, 7 000 euros pour les déciles inférieurs, enfin D1, D8 et D9, D10, 5 000 euros. Toujours plafonné à 47 000 euros? Donc effectivement, on n'a pas changé. Alors je ne peux pas vous dire si pendant le débat au Parlement ça va évoluer, mais à ce stade, nous, en fait, on ne change pas les deux critères de prix, moins de 47 000 euros, et de poids. Une loi peut changer tout cela, ou en tout cas considérablement modifier. C'est-à-dire que ce qui va se passer au Parlement est à suivre. Alors non, parce que en fait, ça c'est fait par décret. Hein, voilà. En D'accord. revanche, le Parlement pourrait changer. Peut-être. Non, le Parlement pourrait. Alors c'est lui qui accorde le budget en fait pour tout ça. Effectivement, il pourrait y avoir des amendements. Voilà, mais c'est pas du domaine de la loi. Donc la loi, bien évidemment, a une valeur supérieure au décret, hein, mais c'est pas du domaine de la loi. Thierry Koskas, vous avez une idée de... Enfin, vous savez évidemment quels sont vos véhicules éligibles, les 14 marques de Stellantis? Oui. Plus qu'avant Écoutez, on verra les critères précis, mais on espère que nos véhicules soient tous éligibles. Oui. Bonus pour véhicules mis au rebut aussi, Oriane Turin. Effectivement, là on ne touche pas, donc en fait les deux dispositifs maintenant se sont cumulés. Si on met au rebut un véhicule, on peut toucher effectivement la prime à la conversion. Donc là, nous, on ne touche pas. Ce qu'on a essayé, c'est d'avoir une forme de stabilité. J'ai bien conscience qu'effectivement, ces dispositifs ils changent, mais le bonus il s'est adapté au fil du temps. Il a été créé en 2008 et il s'est adapté au fil du temps de la technologie des achats. Donc certes, effectivement, c'est pas parfait parce que ça évolue, mais si on veut aujourd'hui favoriser toutes les entreprises qui produisent leurs véhicules de la façon la plus vertueuse, voilà, il fallait faire cette grande réforme. Je pense qu'elle a été faite dans un délai particulièrement court. Alors certains trouvent ça trop court. Quand l'administration n'est pas efficace, on le critique. Quand elle va trop vite, on le critique également. On a énormément consulté. On a fait des entretiens avec l'ensemble des constructeurs et pas que les constructeurs français. Hein, c'est très important. On a bien évidemment travaillé avec la PFA depuis le début, avec l'Axiam. Donc, on a essayé au maximum. Maintenant, on va monitorer parce qu'effectivement, l'effet de cette réforme, je ne peux pas vous le donner de façon précise, mais on espère effectivement que ça va inciter à ce que tous les constructeurs qui mettent plus d'argent pour produire de façon plus vertueuse, à ce qu'ils aient un gain finalement, puisqu'ils peuvent bénéficier pleinement de ce bonus. Est-ce qu'on va affiner la communication? Ça, c'est un gros problème. Hein. Est-ce qu'il y aura une campagne du ministère de l'Économie et des Finances, par exemple? Alors, ou est-ce que ce sont les constructeurs qui vont se charger Non, on est en train de travailler avec Mobiliance, notamment sur tout ce qui est concessionnaire, en fait, pour essayer de voir comment on peut faire des jolis stickers sur les vitrines, des cravates dans les voitures, etc. Voilà, donc, nous, on a de la communication qu'on fait sur nos sites, et là, c'est actuellement bien mis sur les sites. Mais là, pendant les 3 mois qui viennent, on va effectivement travailler étroitement avec les différents constructeurs, et notamment Mobiliance, parce que c'est les concessionnaires, pour mieux communiquer sur la réforme. Thierry Koskas, vous ne pouvez pas me donner le loyer de la nouvelle C3? Non, je ne vous le donnerai pas, mais ce qu'on a dit, c'est que dans les conditions du bonus augmenté pour les revenus les plus bas, et puis si on considère aussi la prime à la conversion, on est capable de faire un loyer autour d'une centaine d'euros. Une centaine d'euros? Oui. Ah, vous êtes dans le leasing social, là, quasiment. Exactement. Bon, on va vous féliciter, mais parlons-en du leasing social. Où est-ce qu'on en est, Oriane Turin? Est-ce que ça avance? Parce qu'on en parle depuis... Alors, effectivement, le leasing social, c'est un dispositif qui vise à permettre aux ménages les plus modestes d'avoir un véhicule pour moins de 100 euros par mois. Beaucoup d'échanges, en fait, avec, là aussi, les constructeurs. Premier élément, effectivement, cette réforme, elle était liée à la réforme du bonus, parce qu'on voulait que n'entrent dans le leasing social que les véhicules éligibles, en fait, à l'éco-conditionnalité. Donc ça, effectivement, cette réforme permet. Donc le guichet, en fait, pour prendre les premières commandes, va ouvrir très prochainement pour des livraisons à compter de 2024. Voilà. Maintenant, on n'a pas de visibilité, honnêtement, sur le succès de ce dispositif, en fait, mais une montée en charge progressive est prévue, et donc ce dispositif va bien rentrer prochainement en vigueur. Thierry Koskas, j'ai toujours pas compris comment vous me sortez une C3 à 100 euros par mois, alors qu'actuellement, c'est combien si je veux une C3 thermique? C'est 200, 250? Ah non, vous avez absolument pas. Vous pouvez acheter une C3 thermique aujourd'hui, vous allez dans la prochaine concession Citroën à partir de 99 euros.
Vous êtes en dessous de 100 € partout, quoi, quasiment, sur ce type de voiture. On essaye de proposer des loyers sur la C3 actuelle autour d'une centaine d'euros. Alors selon les conditions et dans les différents pays, parfois le client est obligé de mettre un apport initial. Mais ce qui est... C'est écrit en tout petit en bas. Non, on est complètement transparent là-dessus. Mais vous savez que en fait, que ce qu'on regarde, c'est que la plupart des clients viennent avec un apport parce qu'ils ont par exemple une vieille voiture à faire reprendre, etc. Par contre, c'est important de proposer des loyers à une centaine d'euros parce que c'est vraiment quelque chose qui est abordable pour le client. Donc aujourd'hui, on est capable dans beaucoup de pays de proposer une C3 thermique, essence bien sûr, à 99 €. Sondage Opinion Web pour Aramis. 74% des gens sont perdus dans le maquis des aides. 54% disent que le leasing social ne suffira pas à les convaincre d'aller vers l'électrique. 80% des ménages modestes interrogés disent que les aides ne devraient pas concerner que l'électrique. Ça, c'est un point essentiel. Pourquoi est-ce qu'on n'aide que l'électrique? Je sais bien qu'il y a un objectif à atteindre, je sais bien que nous sommes tous vertueux dans nos têtes et dans nos souhaits, mais en attendant, la réalité des marchés et la réalité économique du terrain fait que non, on veut acheter encore aujourd'hui une part de thermique. Comment vous réglez cette équation, Thierry Koskas, par exemple? Mais je pense que d'abord le mouvement vers l'électrique, on y va et il n'y a pas de question à se poser. Et je dirais que c'est quand même beaucoup une question à la fois d'éducation et de communication. Quels sont aujourd'hui les obstacles pour l'électrique? C'est le prix. Et donc là, on va le régler avec des voitures électriques abordables. C'est comment est-ce que je peux me recharger à la maison et qu'est-ce qui se passe si je pars en vacances. Luc Châtel l'a dit, on a de plus en plus de bornes partout. Aujourd'hui, franchement, quand vous voyagez sur une autoroute, il n'y a pas une station-service dans laquelle vous ne voyez pas des tas de bornes de charge rapide. Les choses sont en train de bouger et ça commence à se voir sur le terrain. Après, recharge à la maison, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut en particulier qu'on continue à travailler, notamment dans les copropriétés. Moi, je peux vous en parler parce que j'habite dans un vieil immeuble et donc il m'a fallu 1 an pour avoir ma borne ça n'est dans pas le. réglé. C'est une affaire qui n'est pas réglée. Mais ça progresse. Il y a aujourd'hui des entreprises qui savent mettre des bornes dans les copropriétés. Il faut que ce soit un process simple. Et donc, une fois qu'on a réglé les obstacles du prix, de la recharge à la maison et de la recharge sur autoroute ou sur les longs trajets, je pense que l'adoption de l'électrique va être de plus en plus facile. Flavien Neuvy, vous êtes sceptique ou vous validez? Non, les lignes bougent sur l'électrique. D'abord, on voit qu'effectivement les ventes ont beaucoup progressé en peu de temps, parce que quand on voit l'évolution entre 2020 et 2023, on voit que c'est une explosion des ventes du 100% électrique. Elle bénéficie d'un bon bouche à oreille, c'est-à-dire que ceux qui achètent une voiture électrique aujourd'hui sont satisfaits, ils ne sont pas déçus à l'usage, ils disent que c'est sympa, qu'ils sont surpris de l'absence de bruit, qu'il y a du confort à la conduite, donc elle bénéficie d'un bon bouche à oreille. Après, la question des infrastructures, elle se pose. Alors évidemment, quand on a une maison individuelle en périurbain, c'est plus facile. Quand on est dans du collectif, c'est plus difficile. Et quand on garde sa voiture dans la rue, il y a quand même beaucoup de gens qui gardent leur voiture dans la rue parce qu'ils n'ont pas de garage ou de parking dédié. C'est encore plus compliqué, donc il y a encore des obstacles à lever, mais elle avance, la voiture 100% électrique. Et j'ai envie de dire que comme on y va, comme le message politique a été de dire on va interdire le 100% thermique, comme vous venez de le dire, il n'y a plus de questions à se poser en Europe. Même si derrière, évidemment, pour la neutralité carbone notamment, puisque c'est le zéro net carbone qui est prévu à 2050, et c'est pour ça qu'on fait le passage à l'électrique en 2035, quand on voit les émissions de carbone, nous en France on a une pollution électrique qui est fortement décarbonée, mais quand on regarde l'Allemagne par exemple, la voiture électrique en Allemagne, elle n'est pas neutre carbone, et en Pologne non plus, donc, mais c'est un autre sujet. En tout cas, lui l'automobiliste, aujourd'hui, il est plutôt satisfait de l'usage de sa voiture électrique, il en parle autour de lui, donc il y a un bon bouche à oreille. Après, effectivement, quand on parle de pénurie d'électricité, ça vient mettre le doute à l'esprit de ceux qui envisageaient de changer de voiture. Moi j'ai discuté avec plein de concessionnaires qui m'ont dit que l'année dernière, ils avaient des clients qui hésitaient, et finalement, ils ont préféré attendre. Quand vous voyez qu'en Californie, l'hiver dernier, on a interdit la recharge des voitures électriques entre 17h et 21h. Enfin, ça n'a pas été complètement interdit, mais c'était fortement déconseillé parce que le réseau est très sollicité, le réseau électrique. Forcément, ça suscite des interrogations et quelques doutes. Mais pour le reste, on voit bien que la trajectoire est prise. Toujours le sondage pour Aramis. 48% des ménages modestes, Ariane Chenin, prêts à acheter un véhicule chinois. Qu'est-ce qui se prépare pour contrer cette offensive en termes de législation?
en termes de législation, on est soumis à un certain nombre de règlements, d'OMC, Réglementation, oui. donc là-dessus on n'a pas de réglementation précise. Le bonus écologique va favoriser les pays qui sont vertueux en termes de production, et on sait très bien que le mix énergétique chinois, c'est pas le cas, il n'y a qu'à regarder les facteurs d'émission des véhicules assemblés en Chine, donc ça c'est un élément, parce que effectivement la Chine là-dessus ne remplira pas un certain nombre de critères. Voilà, puis j'espère qu'on aura en France les meilleurs véhicules, les plus agréables à conduire avec les meilleurs prix. C'est la grande menace, hein. Elle perdure, la menace chinoise, Thierry Koskas. À nous de, je dirais, oui, bien sûr, et on les voit progresser en Europe, mais à nous de nous battre sur ce même terrain. C'est en particulier le terrain des coûts et de la technologie. Il faut qu'on soit capable de produire des véhicules avec un coût de production qui est compétitif par rapport aux Chinois. C'est difficile, mais c'est notre priorité. Beaucoup d'observateurs disent « Pourquoi ne baissez-vous pas vos marges ?» Vous avez des marges records, vous Stellantis, vous Tesla, Tesla baisse ses prix de temps en temps, les remonte, les redescend. Je dirais de manière générale, la profitabilité des constructeurs automobiles, elle est indispensable parce qu'on a devant nous un mur d'investissement à faire pour financer la révolution technologique. Quand vous voyez les milliards que Stellantis va investir pour installer des usines de batteries, des gigafactories, pour développer les moteurs électriques, pour développer toute la technologie autour de la conduite autonome. Tout ça demande des ressources énormes et donc à un moment, il faut le financer, il n'y a pas de secret. On est devant une révolution technologique comme il n'y en a jamais eu dans l'industrie automobile et ça ne se fait pas gratuitement. Oui, Flavien. Oui, peut-être un mot par rapport à ça. Moi, en tant que citoyen, je suis très content que nous ayons des constructeurs qui sont des constructeurs de taille mondiale en bonne santé financière, parce qu'effectivement, il y a des investissements colossaux à faire. Donc ça, c'est une bonne chose que les marges opérationnelles soient élevées, avec la limite de l'exercice qui est qu'il faut quand même que les gens aient encore les moyens d'acheter des voitures. Pour revenir 2 secondes sur la concurrence chinoise, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Chinois, pendant 20 ans, ont été très occupés sur leur marché domestique, qui est passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 500 000 voitures à 25 millions. Aujourd'hui, les perspectives de croissance du marché chinois ne sont plus tout à fait les mêmes, même s'il y a encore une perspective de croissance, mais ils ont besoin de sortir de leur marché domestique pour trouver des relais de croissance. Et évidemment, l'Europe fait figure de cible idéale, si je puis dire, puisqu'on fait le choix du 100% électrique. Et que, objectivement, et ce ne sera pas répété, bien sûr, je compte sur vous, ils font des voitures qui aujourd'hui tiennent la route, si je puis dire. Et voilà, ils sont devenus bons, ils ont progressé, et ils arrivent avec des prix compétitifs. Donc oui, c'est une concurrence qui est redoutable, et je pense que chez les automobilistes, vous avez cité un chiffre, j'en citerai un autre le mois prochain quand on sortira notre prochaine étude, petit effet teasing quand même. Oui, bien sûr, les automobilistes sont prêts à franchir le pas, parce qu'ils sont rassurés par la réglementation. Ils savent que les voitures qui sont vendues en Europe, elles respectent les réglementations en termes de sécurité, de pollution. Donc l'automobiliste qui achète une voiture, quand bien même elle serait chinoise, se dit, elle peut être vendue en Europe, donc c'est qu'elle respecte un minimum des critères qualitatifs. Donc oui, c'est une concurrence qui est redoutable, mais je ne doute pas que nous ayons des constructeurs européens qui investissent massivement. Mais attention, parce que les Chinois, quand ils ont 20 ans de retard sur une technologie, ils nous rattrapent. Je pense notamment, on pourrait parler de l'aéronautique, par exemple. Ils fabriquent des avions. Là, ils n'ont pas 20 ans de retard, ils avaient plutôt 20 ans d'avance. Donc ça ne va pas être facile quand même. Attention, concurrence redoutable. Thierry Koskas, est-ce qu'on va assister à une déferlante de promotion et de prix cassés? Encore une fois, les commandes baissent. Vous ne voulez pas nous donner le chiffre de Stellantis, mais le chiffre a été publié par la PFA il y a quelques jours. C'est du 13-14% en plus même. Non, le marché aujourd'hui est davantage promotionnel que ce qu'il était il y a un an. Mais il y a un an, on avait objectivement une situation assez exceptionnelle parce qu'il y avait pénurie, je dirais, de produits chez à peu près la plupart des constructeurs. Est-ce que c'est réglé? Oui, la plupart des questions d'approvisionnement, comme tout ce qu'on a vu sur les semi-conducteurs, etc., c'est derrière nous. Et donc aujourd'hui, finalement, je dirais, c'est le retour à des conditions de marché plus habituelles telles qu'on les a connues dans les dernières années. Mais avec des matières rares qui restent chères et qui augmentent? Oui, alors ça dépend, parce que par exemple, vous avez vu, il y a une tendance récemment au lithium de baisser, donc je dirais c'est des choses à monitorer de manière précise, mais en tout cas sur certaines matières, il n'y a plus la tendance à la hausse telle qu'on l'avait connue l'an dernier.
Qu'est-ce que vous avez comme visibilité sur ces prix-là? On n'a pas forcément une grande visibilité. Alors on essaye d'avoir des contrats d'approvisionnement qui nous donnent quand même un peu de visibilité sur les mois qui viennent, mais ça reste bien entendu un niveau d'incertitude. Oriane Chenin, soyons bien clairs, il n'y aura jamais d'aide au thermique dans les mois et les années qui viennent. C'est fini, c'est inenvisageable. Moi, je suis fonctionnaire, je ne suis pas politique, donc jamais difficile. Vous savez ce qui En se tout passe cas, au-dessus. voilà. En tout cas, aujourd'hui, dans le secteur auto, tout ce qu'on essaye de faire, et on n'en a pas parlé, mais pour les sous-traitants, on a des appels à projets, on a plus d'1,1 milliard par exemple. Voilà, tout ce qui est fait est vraiment dédié à soutenir la compétitivité des sous-traitants et de la filière sur le véhicule électrique. Je comprends votre logique, mais aider le thermique serait peut-être une manière efficace de relancer la machine. Est-ce que chez Stellantis, combien va-t-il rester de véhicules thermiques en 2024, par exemple? Oh, bah, je peux vous dire qu'il en reste beaucoup, puisqu'on a sur beaucoup de véhicules une offre double qui est à la fois thermique et électrique. Mais je dirais, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions et il ne faut pas avoir d'état d'âme. Le mouvement, il est européen et le mouvement, il est lancé. Et donc, je pense que tout notre objectif, c'est de faire en sorte que les clients aillent naturellement et accompagnent le mouvement vers l'électrique, parce que c'est le mouvement qu'a pris l'Europe globalement. Et donc, il faut qu'on arrive à créer les conditions d'une adoption naturelle de l'électrique, à la fois au niveau des coûts et de la facilité d'utilisation. C'est ça l'objectif. Est-ce qu'il y a quelques années, vous pensiez qu'on en serait là avec l'électrique? Je parle des parts de marché. Bah, vous savez, moi j'ai été, avant j'étais chez un autre constructeur, j'ai été l'un des pionniers de la voiture électrique. Et donc, alors à l'époque, on pensait que ça allait démarrer plus vite. Donc ça a pris un peu plus de temps, mais maintenant que ça a décollé, je pense que l'avion va pas atterrir. Donc on est parti. Et ce que l'on voit aussi, c'est que les conditions, en particulier technologiques, sont très différentes de celles qu'il y a 10 ans. Quand vous imaginez, juste pour vous donner des chiffres, il y a 10 ans, quand j'ai fait les voitures électriques de mon concurrent, les batteries coûtaient 400 € du kilowattheure. Aujourd'hui, on est entre 100 et 150. Donc les conditions technologiques, elles ont complètement changé. Flavien Neuville, les prix des voitures électriques d'occasion, commencent à baisser. Mais est-ce que là, il y a de l'appétence pour l'occasion électrique, compte tenu de toute la défiance qu'on connaît pour... Oui, ce sera certainement une des réponses justement à la question du prix des voitures électriques pour les ménages modestes, c'est que le marché de l'occasion doit se structurer. Alors évidemment, pour l'instant, c'est un marché naissant puisque la montée en puissance du neuf est récente et donc il faut laisser le temps aux véhicules neufs qui viennent d'être vendus de devenir des voitures d'occasion disponibles sur le marché du VO, mais ce sera certainement une des réponses. Après, sur le prix des voitures électriques, le pari qui est fait, c'est de dire qu'avec la massification du marché, on va pouvoir baisser les coûts unitaires. L'industrie automobile, c'est une industrie de volume, ça a toujours marché comme ça. Plus on vend de voitures sur une plateforme, plus on arrive à baisser les coûts de production unitaires, et plus au final on arrive à baisser les prix. L'aléa qu'on a sur la voiture électrique quand même, c'est que plus on va vendre de voitures électriques, plus la tension sur certaines matières premières, les métaux, on pourrait parler du cobalt par exemple, les tensions vont être fortes et il faut que l'offre puisse suivre. Pour le dire plus simplement, si en 2035, avec 100% de voitures électriques sur le marché européen, 12 ou 13 millions de voitures, on a une offre de cobalt qui ne suit pas, je ne sais pas quel cours sortiront les matières premières, et il y a un aléa sur le prix qui est très fort de ce point de vue-là. Après, peut-être juste une précision par rapport à la stratégie finalement des constructeurs, et notamment les grands constructeurs de taille mondiale. Je le dis, il ne faut jamais le perdre de vue. Nous, on a notre vision franco-française, européenne, très bien, mais un constructeur de taille mondiale, lui, il a une vision mondiale. Et que ce n'est pas parce que l'Europe fait le choix du 100% électrique que le monde fait le choix du 100% électrique. Et quand vous avez un marché nord-américain qui est hyper important pour les constructeurs, en plus avec des marges qui en général sont plutôt supérieures aux marges européennes, avant que le Texas passe au 100% électrique, si vous voulez, il va se passer quand même beaucoup de temps. Avant que l'Amérique du Sud passe au 100% électrique, que l'Afrique, même si ce sont des marchés qui pour l'instant peuvent paraître assez marginaux du point de vue des volumes, c'est quand même les marchés de demain et d'après-demain. Et pour les constructeurs, encore une fois, de taille mondiale,
courir tous les lièvres à la fois, c'est-à-dire investir des milliards dans l'électrification des modèles, tout en préservant leur part de marché, là où on demandera encore beaucoup de véhicules thermiques pendant des décennies, franchement, c'est compliqué, hein, c'est un métier difficile. Thierry Koskas, est-ce que l'échéance 2035, est-ce qu'elle est vraiment tenable quand on voit ce qui se passe en Europe, quand on voit que les Italiens commencent à être vent debout, les Tchèques aussi, les Polonais, etc. Hors de l'Europe, les Britanniques qui font marche arrière de manière spectaculaire. Est-ce que finalement, on ne fera pas une table ronde dans un an ou deux en disant, écoutez, le cobalt, le lithium est à tel prix que là, ça ne va pas être jouable. Donc il faut qu'on repousse et se mettra en marche le mouvement politique et les 27 diront, bah non, ça sera 2040. Non, mais c'est ce que dit l'Europe aujourd'hui et on s'y prépare. Et de toute façon, quand vous voyez la masse d'investissement que l'on doit faire pour se préparer à la révolution électrique, on met le paquet sur l'électrique, c'est clair, et sans aucun état d'âme. En même temps, comme on l'a dit, effectivement, dans d'autres, l'Europe est, on va dire, en avance sur le reste, puisque il y a l'Europe. Après, il y a les États-Unis qui va vers l'électrification, mais pas au même rythme, bien entendu, puisqu'on imagine la moitié des voitures électriques aux États-Unis à horizon 2030. Et puis après, il y a le reste du monde dans lequel c'est en train de bouger, mais plus lentement que ce que l'on voit en Europe. Donc on gardera évidemment une production de véhicules thermiques pour s'adapter au reste du monde. Pas pour toutes vos marques, si. Ah bah, celles qui seront, les marques qui seront en Amérique latine, dans le Moyen-Orient, en Asie, etc., bah, elles auront forcément une offre thermique. Et puis par contre, pour ce qui est de l'Europe, on va vers l'électrique et on y va le plus vite possible. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. On va vous passer la parole dans la salle. Il est 10h, on est dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions, sans doute? Oui, allez-y, parlez fort. Merci pour votre question, j'imagine qu'elle est pour moi. C'est vous qui dites que les véhicules chinois ou asiatiques vont être, pour l'instant, on n'a pas cette information très précise. Là encore, on a une méthodologie qui est, alors je vois que vous n'êtes pas d'accord, mais on aura la liste qui sera publiée le 15 décembre. Je pense qu'il y aura des véhicules qui sont faits en Asie qui seront éligibles, en fait. Hein. Donc tous les véhicules ne seront pas... Voilà. Ensuite, on a effectivement projeté ce scénario de dire si des véhicules qui aujourd'hui sont peut-être un peu moins chers sortent, est-ce que ça va avoir un impact sur la trajectoire d'électrification, en fait. Et voilà. Et nous, effectivement, au vu de ce qu'on a simulé et modélisé, on ne le pense pas. Maintenant, comme je vous ai dit, on va monitorer ça de façon extrêmement précise à partir du 15 décembre pour voir clairement les ventes. Après, je ne connais pas quelle va être la politique de prix que vont faire d'autres constructeurs. Peut-être qu'ils vont baisser aussi leur prix. Intéressant de voir l'évolution du bonus, en fait, par rapport au prix de vente des voitures. Là encore, c'est de l'argent public, donc c'est très important de vérifier tout ça. En tout cas, et je me permets de le redire, même si ça fait sourire certains, c'est que c'est une réforme qui a vraiment pour but de soutenir la performance environnementale. Ce n'est pas une réforme qui est dédiée sur tel ou tel. D'ailleurs, des grands constructeurs français pourraient avoir des véhicules faits hors de France qui ne seront plus éligibles au bonus. Et ça, je pense que c'est important de dire les choses de façon extrêmement précise. Voilà. Ensuite, l'impact sur la trajectoire d'électrification, à notre sens, cette réforme, justement vertueuse, ne va pas diminuer ou ralentir en fait cette trajectoire. Quelle est votre question, pardonnez-moi? Là encore, moi je pense non, je pense pas, et qu'au contraire, enfin ça va être, on va monitorer l'impact de cette réforme très clairement, mais quand on voit justement l'émoi que ça a causé auprès de certains, je pense qu'aujourd'hui le bonus est un élément clé effectivement incitatif à l'achat. Ça baisse quand même le prix d'une voiture entre 5 et 7 000 euros.
Donc sur des véhicules qui font moins de 47 000 euros, c'est quand même un montant très important. Donc je pense qu'au contraire, il n'est pas du tout à bout de souffle. Ce qui est vrai qu'initialement, le malus et le bonus sur un plan budgétaire avaient vocation à se compenser, là c'est plus du tout le cas. Voilà. En revanche, c'est vraiment un dispositif extrêmement important et on espère qu'au contraire, il va être d'autant plus important qui soutient ceux qui ont une performance environnementale de production qui est la plus performante. Flavien Neuvy, un mot et puis une question là. Juste un mot par rapport au bonus. 16% des ventes, mais sans bonus, ce serait 0 en fait. Du coup, parce que la voiture électrique est tellement pas compétitive toute seule aujourd'hui. Enfin, on va se dire les choses, quoi. C'est une voiture qui coûte beaucoup plus cher et qui est beaucoup moins bien en termes d'autonomie et beaucoup plus difficile à recharger en quelque sorte. Sauf quand on a une recharge chez soi, mais voilà. Donc payer beaucoup plus cher pour beaucoup moins bien. S'il n'y avait pas les aides d'État, on serait à 0. Après, moi, d'une façon générale, je regarderai la liste des véhicules éligibles au bonus l'année prochaine, mais en tant que citoyen, le fait que l'État regarde comment est fléché l'argent public et où va l'argent public, quelle chaîne de valeur cela bénéficie, honnêtement, ça ne me choque pas. Et si ça peut être de l'argent public qui bénéficie à notre outil industriel français, européen, même, je trouve ça plutôt logique en fait, parce que c'est des sommes qui sont tellement importantes et on a tellement plus d'argent public disponible. Alors, il y avait une question là, monsieur, et puis vous après. Oui, Jean-Paul Defi, Intégrité Assurance. Je crois qu'il y a quand même un changement de paradigme de l'économie à bien pointer. La voiture, aujourd'hui, pour les Français, ce qu'on appelle un bien normal, va toujours beaucoup augmenter plus d'argent. 85% des Français, chez les jeunes, c'est 84% veulent posséder une voiture. Pourquoi? Parce que la voiture, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est simplement le fait simplement de vivre. Aujourd'hui, l'essentiel du parc, 85% du parc, ce sont des voitures de segment, enfin des citadines et des compacts. C'est pas des grosses voitures, parce que dans les petites voitures, la Dacia Duster, c'est un petit SUV. Dans les SUV, on mélange tout en fait. Et donc, on a vraiment, je pense, un décalage entre l'offre effectivement, et votre conférence est particulièrement bien ciblée, entre l'offre effectivement électrique et le côté populaire de la voiture du peuple. Pour reprendre cette expression. Et quand on annonce des R5 électriques à 30 000 euros, je trouve qu'on a quand même un décalage qui m'apparaît, moi, béant entre ce que demandent les gens. Ils ne veulent plus passer d'argent dans leur voiture. C'est fini, cette époque-là. La voiture, c'est comme un frigidaire. C'est un truc indispensable pour vivre et ce n'est pas du tout quelque chose de statutaire. C'est fini, cette époque. Et je pense qu'il y a quand même un décalage quand je vois, moi, les publicités. Par exemple, pendant la Coupe du Monde de rugby, je regarde beaucoup la télévision et donc je tombe sur les publicités. Je trouve qu'il y a un décalage entre ce qu'on nous présente et ce qu'on attend. Louis Schweitzer, dans les années 80, déclarait « les voitures sont trop chères ». Il a fait la Twingo, il a lancé des voitures pratiques comme la Mégane. On veut des trucs pratiques, en fait. On ne veut pas des objets plaisir de statutaire. Je pense que cette époque est finie. Elle reste peut-être pour les 10% de gens ou 15% de gens qui achètent des voitures neuves, comme vous l'avez bien souligné, Madame Niveau. Pas de question particulière. Si, il y a un décalage. Oui, comment est-ce que vous comptez résoudre ce décalage? Monsieur Costa. Oui, non, c'est juste un mot pour dire que je comprends votre intervention et c'est vraiment un défi pour nous d'être capable de proposer des voitures pour le coup électriques à un prix abordable. Donc je vous laisse attendre jusqu'à mardi quand on parlera plus en détail de la C3, mais on n'est pas, alors je ne parle pas des concurrents bien sûr, mais on sera en dessous de 25 000 euros, ce qui, en fonction des conditions de bonus, rend cette voiture vraiment pour le coup abordable pour beaucoup de clients, puisque si on enlève le bonus, mécaniquement on sera en dessous de 20 000 euros, et donc ça reste une offre que je considère comme abordable. Ce qui nous fera un loyer à 100. On parle... Allez, oui. C'est bon pour moi. Pascal Pénac, pigiste maintenant pour Autoplus, Argus et compagnie. Je suis surpris que vous n'ayez pas du tout parlé du prix du pétrole, parce que finalement, c'est ça qui incite quand même beaucoup les gens à changer ou pas de type de motorisation. Mais sinon, j'aurais voulu savoir, vous, Monsieur Koskas, comment vous ressentez le fait qu'aujourd'hui, Citroën est en France à peine 7,5% de part de marché, alors que Dacia est pratiquement à 10%. Ça va durer combien de temps, cette position-là? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une bascule et à quelle échéance?
Écoutez, d'abord, si on fait VP plus VU, on est plus à 9 qu'à 7. Et bon, j'ai l'ambition de relancer la marque Citroën. J'ai été super clair sur les valeurs de la marque Citroën. Citroën est une marque populaire. Elle a des valeurs super claires, le confort, la simplicité, la durabilité. Et puis l'audace, parce qu'on a toujours proposé des concepts audacieux. Et donc mon ambition, c'est d'avoir une part de marché en Europe qui soit de 5%. On est à peu près à 4 aujourd'hui. Et ça veut dire bien entendu progresser en France. Donc ça commence tout de suite. Le point de bascule, il est en train de se passer puisqu'on est... au mois de septembre, nous avons progressé en Europe par rapport à l'an dernier et donc la bascule est en train de se faire. Elle apparaît maintenant. Tout en haut. Bonjour, Jamel Faganza de la société Innovev. Une première réflexion, je reviens d'une semaine de voyage en Chine, à Shanghai précisément. Et là-bas, ce qui concerne les constructeurs chinois, c'est la guerre des prix vers le bas des véhicules électriques. Et notamment la guerre des prix pratiquée par Tesla. C'est ce qui inquiète les constructeurs chinois locaux. Donc ça, c'est ma première réflexion dans notre contexte ici. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'on n'est pas en fait en train de se tromper de chemin ou de louper en fait l'opportunité du switch vers le véhicule électrique en voulant reproduire finalement ce que l'on a connu sur le véhicule thermique, des véhicules puissants, plus gros, plus lourds. Je prends pour exemple, c'est pas Citroën mais c'est quand même Stellantis, c'est la Peugeot 3008 électrique qui va annoncer donc une autonomie de 700 km mais avec un pack batterie de 95 kWh sur un véhicule de segment C toujours. A contrario, en Chine, toujours, on produit aussi des véhicules de très petite dimension, avec très abordables, et qui ont un gros succès. Je pense notamment à la Wuling i de chez GM Wuling, qui est vendue à un prix de 4 000 €. Et je l'ai vue, cette voiture, elle est moins chère qu'une Citroën Ami, et pourtant elle propose des prestations qui sont vraiment équivalentes à un segment A, voire un segment B. Donc ma question est, je comprends les nécessités de vendre les véhicules avec des marges et autres, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de direction finalement avec cette opportunité, cette révolution du véhicule électrique? Je peux me permettre de répondre peut-être. Je pense qu'il n'y a pas une seule direction. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous prenez, je peux parler de Stellantis, pas seulement de Citroën, mais un Citroën Ami, c'est 70 km d'autonomie. On va proposer des petits véhicules comme une C3 à plus de 300 km d'autonomie. Mais par contre, après, vous avez quelqu'un qui a un usage d'un SUV du segment C, c'est-à-dire c'est sa voiture principale. Il fait avec tout le type de déplacement, il part en vacances, etc. Son attente, s'il veut switcher à l'électrique, c'est d'avoir une autonomie importante. Alors, ce que vous dites sur le véhicule de nos amis de Peugeot, bon, ça c'est le pack batterie le plus élevé, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'avoir des batteries avec moins d'autonomie, mais il y a à un moment une attente de clients pour dire je veux que ma voiture elle soit capable de faire tout ce que je fais avec aujourd'hui ma voiture thermique et donc j'ai besoin d'une autonomie suffisante. Et donc en fonction des segments, vous voyez, on est capable d'avoir micro-mobilité 70 km, segment B plutôt 200-300, segment B SUV ou des berlines du segment C. Comme vous prenez une C4 ou une 308, c'est plutôt 400 km. Par contre, si vous allez sur le CSUV, les attentes des clients, et ça c'est les enquêtes qui nous le disent, elles sont plutôt 500 km et plus. Donc je dirais, il n'y a pas qu'une seule direction, et je pense qu'il faut avoir une vision assez transversale avec des attentes différentes en fonction des segments et en fonction des clients. Un mot, Flavien? Oui, très rapidement, sur la guerre des prix, en fait, cela a été dit, l'année dernière, avec les pénuries sur les chaînes d'appro, il y avait plus de clients que de voitures disponibles. Donc à partir de ce moment-là, vous ne faites pas de remise. Il y a 10 clients qui attendent, il y a une voiture à vendre, vous prenez au prix ou vous ne prenez pas. Et si vous ne prenez pas, c'est celui d'après. Je caricature évidemment, mais c'est à peu près ça.
Aujourd'hui, on est dans un autre, dans un autre temps. Les chaînes d'appro se sont normalisées, donc aujourd'hui les usines tournent, et on arrive à un moment où il y a quasiment plus de voitures que de clients, puisqu'en plus il y a un ralentissement économique, la hausse des taux, etc., contexte géopolitique, tout ça fait que, évidemment, quand on est dans ce contexte, on retrouve les recettes un peu à l'ancienne, commerciales, qui ont fait leur preuve, et donc il y a une intensification de la bataille commerciale. Tesla souvent donne le là, donc à chaque fois que Tesla bouge un peu, évidemment tous les constructeurs regardent ça avec beaucoup d'attention, qu'ils soient chinois ou pas d'ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur les voitures électriques pas chères, c'est certainement une des pistes pour demain. C'est-à-dire que pour rendre la voiture électrique abordable, il faudra qu'elle soit moins performante que la voiture thermique que l'on conduit tous les jours. Mais ça, il y a un cap psychologique à franchir. Pour le dire simplement, aujourd'hui, un automobiliste qui a une voiture thermique qui lui offre 600 ou 700 km d'autonomie avec un plein de carburant, dans sa tête, il est prêt à passer à l'électrique s'il a 600 ou 700 km d'autonomie. Or ça, il va falloir faire évoluer un petit peu les mentalités, parce que dans les usages quotidiens, effectivement, enfin, voilà, on n'a pas besoin de 700 km tous les jours. Mais ce sera très difficile, parce que la voiture coûte plus cher, donc on n'accepte pas l'idée de payer plus cher pour avoir moins bien. J'en reviens toujours là. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Je pense quand même que du côté des constructeurs, il y a, je ne vais pas dire une responsabilité particulière, mais en tout cas, il y a une belle carte à jouer en proposant des produits innovants en rupture. Ami est un très bon exemple. Et derrière, effectivement, s'il y a des produits qui sont sympas, innovants, même s'ils sont un peu moins performants en termes d'autonomie, ce qui permet de baisser le prix, je pense qu'il y a une clientèle qui répondra à ça, notamment dans les zones urbaines. Oui, madame? Excusez-moi. Ah non, il a son micro, allez. Pardon. Passez le micro. Désolée, hein. La galanterie, c'est gentil. Albertina Torsoli de Bloomberg, vous avez cité les baisses de prix de Tesla qui ont fait beaucoup de mal et à Citroën et au groupe Stellantis et aussi au groupe Renault. Je voulais revenir sur les contradictions de la politique du gouvernement. Donc c'est plutôt une question pour Madame Chana. D'un côté, on cherche à favoriser, comme vous dites, l'industrie locale européenne et en particulier française. De l'autre côté, quand il y a un Elon Musk qui arrive en France, tout le monde qui se plie pour essayer d'avoir ces investissements. La même chose pour BYD. Je pense que la France est en train de pitcher d'avoir une industrie, une usine potentiellement en France. Donc c'est difficile quand même à comprendre. Si jamais BYD demain devait construire une usine en France, on en serait où? Est-ce qu'eux aussi ils auraient le bonus? En fait, ça semble vraiment un peu décousu. La même chose, on voit maintenant que l'Union européenne va dans la direction de quand même faire gaffe aux Chinois. La France supporte l'industrie, mais en même temps, c'est la France qui bloque sur les rules of origin avec le UK. Dans les tarifs post-Brexit. Donc en fait, ça semble que c'est beaucoup de choses décousues et pas une vision d'ensemble. Et comment la personne qui doit choisir une voiture électrique va s'y prendre en fait. Parce que quand même, vous dites 20 000 €, c'est un prix acceptable. Dans un ménage, 20 000 € pour une voiture électrique, c'est quand même du lourd pour le ménage moyen. Même si c'est des gens qui gagnent bien leur vie, voilà. Donc j'ai beaucoup d'éléments, mais c'est voilà. Alors merci pour votre question. Alors je me permets de répéter, mais le bonus n'a pas vocation à soutenir uniquement l'industrie française ou européenne. Il a vocation à soutenir ceux qui produisent de façon performante. Dans ce cadre-là, tous ceux qui sont intéressés à produire en Europe et à venir en France, effectivement, lorsqu'ils nous contactent, on les reçoit. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement autour des dernières années pour assurer l'attractivité de l'investissement en France. D'ailleurs, je crois qu'on est particulièrement bien placé en Europe. Donc c'est difficile à ces gens-là qui peuvent nous contacter de leur claquer la porte en leur disant on fait le bonus, merci, au revoir. Donc aujourd'hui, tous ceux qui cherchent, enfin Business France, et c'est son boulot, en fait, reçoit de façon particulièrement, je pense, qualitative l'ensemble des entreprises qui on souhaite investir. Si je prends l'exemple par exemple de l'industrie des batteries, en fait, ce sont des projets souvent qui sont des projets franco et autre chose. Prologium par exemple, c'est un investisseur taïwanais qui va investir dans cette usine qui va être très intéressante parce que sur un plan d'innovation, elle va apporter beaucoup à la filière. Donc effectivement, d'un côté, on veut orienter toutes les dépenses de l'État vers ce qui nous paraît vertueux sur un plan environnemental. Et de l'autre côté, on pense que toutes ces entreprises qui ont envie de produire en France et qui vont, ou en Europe, et qui vont créer de l'emploi en France et qui vont en plus produire des voitures avec de l'acier qui sera
qui aura un facteur d'émission qui sera plus faible en fait que le facteur d'émission par exemple dans des pays tels que la Chine, effectivement on pense que c'est intéressant de discuter avec eux et de voir s'il y a des opportunités pour eux. On n'est pas sur un marché fermé, hein, on est engagé par un certain nombre d'obligations juridiques hein, telles que l'OMC, etc. On parlait aussi de prix tout à l'heure, hein, la compétition effectivement elle a permis dans beaucoup de secteurs de baisser les prix, hein. Donc l'idée, c'est pas de faire une forteresse. L'idée, en revanche, c'est de cibler très précisément les dépenses de l'État vers des choses qui nous paraissent vertueuses sur un plan environnemental. Deuxièmement, on fait beaucoup sur la compétitivité et lorsque BYD et Tesla envisagent, c'est dans la presse, donc envisagent la place France, ça prouve aussi et ça envoie un signal extrêmement important et ça permet aussi de finaliser des projets comme le projet Prologium par exemple. Donc on ne va pas leur claquer la porte. Hein. Et on va travailler avec eux, mais comme on travaillerait avec tout le monde. En parallèle, comme vous le savez, l'État soutient de façon très active toute la filière. Dans le cadre de l'appel à projet Auto-Invest, on a, comme je disais tout à l'heure, des sommes très importantes qui soutiennent un certain nombre de projets, y compris des projets de français, de constructeurs français. Et ça sera annoncé prochainement d'ailleurs lors des journées de la PFA. Donc voilà, donc en fait on essaie d'avoir une cohérence. Alors vous avez raison, peut-être que ça ne se voit pas, mais en tout cas notre première cohérence c'est de dire 2035, ça a été décidé par la Commission et aujourd'hui la France va accompagner, on l'espère de la meilleure façon, la filière pour les soutenir dans ce mur d'investissement qu'il va falloir faire. Deuxièmement, on essaie d'avoir un pays qui est attractif en termes d'investissement étranger. Et donc, effectivement, même dans le secteur auto, quand les personnes nous demandent des informations, demandent à regarder des terrains, on les accueille et on leur montre ce qu'on sait faire. En général, aujourd'hui, ces entreprises-là, elles ne sont pas que sur la France, hein, elles regardent beaucoup de pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même dans une logique de plus en plus de produire au plus près de son consommateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on pense être positif. Et donc dans ce cadre-là, tout ce qui est fait en matière d'attractivité de la France sur un certain nombre d'éléments, et là encore hein, les statistiques le montrent, est soutenu. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait une incohérence, en tout cas il y a un foisonnement d'initiatives dans pas mal de secteurs, mais qui visent à répondre à un même objectif. Oui, bonjour, Simon Chodorge pour Capital. Je ne reviens pas sur la philosophie du score environnemental, mais on a un peu de mal à mesurer quelle va être la lourdeur administrative pour les constructeurs. Monsieur Koskas, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont être demandées pour chaque modèle. Est-ce que vous allez devoir soumettre un dossier pour chaque motorisation? Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le calendrier de lancement de certains modèles à l'avenir? Bah, apparemment, ce qu'on nous a dit, c'est que ça allait être assez simple et que ce ne sera pas beaucoup de pages à remplir. Donc, je pense qu'on va faire, bien entendu, remplir les documents qui nous sont demandés. Et en aucun cas, ça remettra en cause les dates de lancement de véhicules. On Tout fera doit ce qu'il être faut. bouclé le 15 décembre, hein, c'est bien ça. Alors déjà, justement, pour bien préciser les choses, en fait, un décret a fixé les délais dans lesquels l'ADEME doit proposer en fait, la liste des véhicules éligibles aux ministres qui prendront un arrêté. Le premier arrêté, et on essaiera de prendre la quasi-totalité des dossiers qui auront été déposés, hein, en fait, sortira le 15 décembre et ensuite on pense qu'il y aura des arrêtés très régulièrement, d'abord pour tout nouveau véhicule qu'un constructeur envisage de déposer, voilà, pour actualiser cette liste. Dans le cadre de tout le processus, on va dire simplifié, en fait, les demandes qui seront faites sont en nombre assez limité, hein, avec ensuite un fichier Excel avec un bilan massif pour simplement vérifier en fait que les informations qui ont été données étaient correctes. Donc tout ça va être fait par l'ADEME. Aujourd'hui, il y a des équipes qui ont été recrutées, qui sont formées depuis plusieurs mois. Donc l'idée est d'instruire extrêmement rapidement et dans un délai maximum de 3 mois, en fait, le constructeur aura sa réponse et saura si le véhicule est éligible ou pas. Alors, traîne déjà pas mal sur les réseaux un certain nombre de petits simulateurs. Donc, nous, on n'a pas les informations précises. On a fait des simulations, mais seuls les constructeurs les ont, ces informations. Et donc, déjà, pas mal de constructeurs peuvent vérifier en fait l'éligibilité. Voilà. Et ensuite, on essaiera de donner le maximum de visibilité, donc permettre à chacun, en tapant le modèle du véhicule qu'il souhaite acheter, d'avoir l'information éligibilité ou non-éligibilité. Et pour les clients, comment s'appelle la plateforme si je veux aller sur le net? Alors en fait, je vous la donnerai comme ça, ça sera plus simple hein, par email après. Ah, vous n'avez pas de nom encore, d'accord. Si, non, pas du tout. Score environnemental, hein, c'est une plateforme de l'ADEME. D'accord, ok. Oui, non. Que donne aussi. Alors je ne peux pas répondre à cette question de façon hyper précise parce que je n'ai pas encore les dossiers en fait.
Nous, on pense que le volume de véhicules électriques qui bénéficieront du bonus sera encore extrêmement important. Et au vu des simulations qu'on a fait, la totalité ou quasi-totalité des véhicules qui seront produits en Europe seront éligibles au bonus. Oui, madame. Alexandra Legendre, Ligue de défense des conducteurs. J'aimerais bien qu'on revienne à l'acheteur, s'il vous plaît. Peut-être vous avez entendu la semaine dernière la conférence de Dino Cinieri, le député LR de la Loire, qui a proposé une loi sur la transparence des informations qui sont délivrées aux acheteurs de voitures électriques. Puisqu'on sait que dans la plupart du temps, on vous donne un temps de recharge à 80% et pas à 100%. On vous donne la capacité totale de la batterie et non pas la capacité utilisable. À la borne de recharge, rares sont les stations de service où on peut avoir le prix normal d'une recharge et encore moins sur le totem, sur la recharge elle-même, le prix qui défile comme sur une station, comme sur une pompe essence classique. Donc il y a un vrai manque de transparence pour les acheteurs et je voudrais savoir ce qui va se passer. Est-ce que vous allez pousser une législation qui va dans ce sens, c'est-à-dire notamment regarder la proposition de loi de M. Cinieri et en fait, on voit bien qu'il y a des freins. Effectivement, moi aussi, j'ai un réseau de concessionnaires qui me disent les clients particuliers ne savent pas quoi acheter. Il faut donner des informations, il faut être hyper transparent. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour qu'effectivement on réponde à ces demandes? Alors, Oriane Chanin n'est pas politique, comme elle l'a rappelé tout à l'heure, hein, donc ça relève, je pense, de l'étage au-dessus. Monsieur Koskas, vous avez un mot? Oui, non, juste pour ajouter, alors sur la partie législative, je ne me prononcerai pas, mais on fait beaucoup d'efforts sur la formation de nos vendeurs, donc dans les concessions, pour que justement ils expliquent de manière la plus simple et la plus précise possible la voiture électrique aux clients. Puisque effectivement, une voiture électrique, l'autonomie n'est pas la même en été, en hiver, c'est pas la même quand vous êtes sur autoroute et quand vous êtes en ville, le temps de recharge, etc. Et donc on fait beaucoup d'efforts et on continue d'ailleurs à faire des efforts de formation pour qu'ils expliquent aux clients exactement, voilà, vous avez l'autonomie normalisée, mais voilà ce qui va se passer si vous partez sur autoroute, voilà ce qui va se passer si vous roulez à 120 km/h, etc. Et donc ça fait partie des éléments. Donc sur la partie législation, je ne me prononcerai pas, mais c'est très important de donner aux clients des informations les plus précises possibles sur l'utilisation de leur voiture électrique. Donc on est effectivement complètement sur cette ligne-là. Madame ? Donc notre enjeu, effectivement, il est là, c'est résoudre ce triptyque, produire avec des matières premières qui sont à des niveaux de rareté dans certains cas assez marqués, à des prix raisonnables et avec des critères environnementaux et sociaux qui soient les plus adéquats par rapport à nos valeurs. Et en ce sens-là, toutes les mesures effectivement qui vont dans le sens environnemental sont évidemment bienvenues et sont positives, incontestablement. Juste pour vous donner quand même quelques éléments hein, qui sont publics. Gardez juste en tête que quand on parle de coût d'un véhicule électrique, un tiers concerne la batterie et la moitié de la batterie concerne ce qu'on appelle les matières premières de la cathode. Donc ça, on ne fabrique pas de cathode. Donc concrètement, ça, c'est donné. Donc c'est un vrai challenge à un moment donné de revenir vers un équilibre qui soit le plus attractif possible pour un consommateur. Voilà, ça c'est factuel. Mais ce challenge, on le relève incontestablement parce que pour nous c'est important, parce que les investissements, on les a initiés depuis un certain temps, d'où effectivement l'importance d'avoir de la visibilité, ça c'est effectivement clé, et aussi d'avoir une logique de business model et d'écosystème, parce que l'écosystème, ça a été dit par Thierry Koskas, c'est important, hein, la recharge est importante, et business model pourquoi? Parce que ça a été dit aussi, on est sur un marché qui monte exponentiellement,
mais qui aujourd'hui n'a pas dépassé le reste, ce qu'on appelle les véhicules traditionnels. Et donc, il faut bien à un moment donné qu'il y ait un transfert de flux entre l'argent qu'on récupère d'un côté pour évidemment l'investir de l'autre. Et donc, c'est important effectivement d'avoir cette vision un peu globale voilà, pour tout un chacun. Et les petites voitures reviennent incontestablement sur le marché. On parlait de la R5, mais pas que. Merci. Oui, merci. Marc Lepage, Société Bois de Parc. Je voudrais répondre à la question tout à l'heure qui a été posée concernant les tarifs sur les bornes de charge. C'est ma spécialité à la base. Il faut savoir qu'il y a des décrets qui sont en cours actuellement par l'État. Et ces décrets, on se doit de les appliquer dans le cadre de la fabrication. Ce qui est notre force, nous, c'est qu'on a fabriqué tout en France. Donc c'est beaucoup plus facile de suivre les décrets qui s'appliquent actuellement. Donc prochainement, sur les bornes de charge, vous aurez en fait le prix qui est affiché en fonction en fait de la quantité d'énergie que vous avez prélevée. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, dans un deuxième temps, je suis aussi, je viens de racheter une entreprise qui fait des petites voitures françaises, qui s'appelle Femmes Automobiles. Et en l'occurrence, je rencontre beaucoup de problèmes en fait pour trouver des financements. Il s'avère que je recherche des financements actuellement pour démarrer une activité, pour faire un véhicule qui ne dépassera pas les 15 000 euros. D'accord ? J'ai actuellement une quinzaine de sociétés françaises qui en fait sont derrière nous. Et en l'occurrence, le seul, problème que je rencontre, c'est en fait avec l'État. Puisqu'en fait, j'obtiens les prêts bancaires, et les prêts bancaires me sont refusés en cautionnement sur la BPI. J'aimerais savoir s'il y a une dichotomie dans les administrations actuellement qui font que ce genre d'initiative, qui permet d'avoir des petits véhicules, comme ça a été énoncé tout à l'heure, est réellement en fait d'actualité dans actuellement les services de l'État. Merci pour votre question. Alors, je ne connais pas votre dossier, on pourra en reparler. Sur le périmètre moi, que je suis, nous, au contraire, on suit beaucoup de projets de petits véhicules, parce qu'on pense que c'est un segment, on a des exemples dans d'autres pays, où ça peut être quasiment 50% du marché. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'AP Auto-Invest et tous les projets de diversification qu'on a soutenus, on a un nombre de projets assez importants qui ont été déposés de petits véhicules et qu'on a soutenus. Voilà, donc je ne sais pas exactement là pourquoi vous n'avez pas les autorisations, mais au contraire, en fait, et nous, on y voit des choses très intéressantes et il y a des projets qui vont sortir très prochainement, qui seront annoncés. Merci. Autre question ? Oui, bonjour Catherine Leroy, Journal de l'Automobile. Je voudrais revenir sur le bonus quelques instants. Ne craignez-vous pas qu'il y ait un risque vraiment sur le marché et sur les ventes de véhicules électriques, au moins sur la première année 2024, notamment par le processus de dérogation qui a été accordé aux constructeurs qui ne seraient pas éligibles à le premier circuit, en tout cas, du bonus, qui prolongerait le délai jusqu'à 10 mois, en fait, pour obtenir la réponse de l'administration. Donc pendant 10 mois, en fait, le constructeur ne peut pas bénéficier du bonus sur le lancement d'un véhicule électrique. Et d'autre part, en fait, sur le raccourcissement du délai de livraison pour bénéficier de l'ancien bonus, cette fois. Donc les voitures doivent être livrées avant le 15 mars. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a encore des problèmes de logistique et de transport, en fait, pour la livraison des véhicules. Pourquoi avoir raccourci ce délai qui était de 6 mois à 3 mois, sachant qu'on a encore des problématiques de livraison et de transport ? Merci pour votre question. Je vais revenir juste dans un détail. Donc, pour faire des dossiers qui ne soient pas trop compliqués, en fait, on a mis en place un système qu'on appelle nominal, où là, on ne demandera pas trop d'informations et automatiquement, ce seront des facteurs d'émission par défaut, en fait, qui seront appliqués à la quantité de matériaux et qui permettront de calculer le bonus. Si un constructeur est plus vertueux que cette méthodologie par défaut, il peut à ce moment-là saisir l'ADEME dans le cadre d'une méthodologie, d'un processus dérogatoire et montrer de façon très précise que son acier est plus vertueux, etc. Voilà, donc ça c'est une sorte d'option, c'est optionnel et ça permettra à des personnes qui ne seraient pas éligibles au bonus, mais qui sont plus vertueux eux personnellement, de le prouver et donc d'obtenir le bonus. Le temps en fait qui a été prévu, qui est fixé par décret, qui est sorti le week-end dernier, c'est pas 10 mois en fait, c'est 7 mois. Alors effectivement, vous avez raison, c'est 3 plus 7 puisque vous avez tout à fait raison. Mais on n'a pas le choix. Alors d'abord, on va regarder comment ça se passe. C'est une durée maximum. Si les pièces apportées sont de très bonne qualité, si les dossiers sont de très bonne qualité, en fait, il y aura beaucoup d'interactions et on a prévu ça et on a formé les équipes pour ça, entre les constructeurs concernés et l'ADEME. Donc si on peut aller plus vite, on l'ira en fait. Mais ce qu'on voulait, c'est on voulait limiter dans le temps la procédure, justement, pour pas donner l'impression que c'était une voie de garage et qu'en fait, à l'infini, ça ne donnait rien. Donc c'est vrai qu'effectivement, pour des constructeurs qui produisent dans des pays dont les facteurs d'émission sont moins positifs, ça allonge les délais. Ça ne les empêche pas de vendre sur le marché français, ça les empêche de vendre sur le marché français en bénéficiant du bonus.
Voilà, donc là, tout ça, on va le regarder, mais ça a été vraiment une volonté politique très forte. De prévoir cette voie dérogatoire, parce qu'on aurait pu faire que le système, la méthodologie par défaut, donc de donner la possibilité quand même aux constructeurs de faire valoir ce qu'ils font eux-mêmes et de le limiter dans le temps. Et effectivement, et de voir ensuite les conséquences que ça a. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quelles conséquences ça va avoir sur le marché. Là aussi, on a simulé tout ça sur les trajectoires d'électrification. Bien évidemment, il y a des gagnants, il y a des perdants donc, dans ce dispositif. En tout cas, tous ceux qui ont un processus de production qui est moins vertueux sur un plan environnemental seront soumis à des contraintes que n'ont pas les autres. Mais le dispositif est de soutenir et de valoriser tous ceux dont la performance environnementale de la production, avec à l'appui une méthodologie très robuste, est avérée. Maintenant, sur le délai de 6 mois et de 3 mois, c'est vrai que quand on avait consulté le texte, on avait une durée de 6 mois. Il s'avère que cette durée, elle était avant de 3 mois. Elle a été prolongée à la faveur du Covid et de la crise des semi-conducteurs à 6 mois. Là aussi, on a pas mal consulté et on s'est dit que c'était le moment de repasser à ce qui était le cas antérieurement, dans un délai de 3 mois. Alors, ça pose des difficultés inégales selon les constructeurs. Nous, on discute beaucoup avec eux. Bien évidemment, certains voudraient plus, certains au contraire voudraient que ça rentre en vigueur immédiatement. Donc, d'ailleurs, on a publié les résultats de la consultation en fait aujourd'hui, qui sur Vie Publique est accessible depuis vendredi dernier. Donc, voilà, donc là-dessus, on a longuement réfléchi. Ça a été arbitré au plus haut niveau pour considérer que cette période, qui était la période initiale en fait de ces 3 mois, devait être reprise à la faveur de cette réforme. La dernière question, parce qu'il est plus de 10h30. Qui est-ce qui veut intervenir? Du coup, oui, allez. On ne vous lâche pas sur les marges. Non, mais il n'y a pas de souci, aucun problème. Non, mais c'est clair que d'abord, les conditions de marché, elles sont très différentes en 2023 par rapport à 2022. En 2022, encore une fois, comme on l'a dit, il n'y avait pas de voiture, donc forcément, il n'y avait pas ou très peu de remise. Là, les conditions de marché sont revenues, je dirais, à une situation normale. Et je répète ce que j'ai dit, qui est que on a devant nous des enjeux énormes en termes d'investissement et qu'il va falloir les financer. Je pense qu'il n'y a objectivement pas de période dans l'industrie automobile peut-être dans les 100 dernières années où il y a eu une révolution technologique d'une telle ampleur. Donc à un moment, quand vous changez complètement ce qui fait le cœur de la voiture, qui est le système de motorisation, ça demande un certain nombre d'investissements qui sont considérables. Et donc, vous êtes capable de les faire si vous êtes capable de générer votre propre rentabilité. Donc, voilà la réponse que je peux apporter. Merci Thierry Koskas. Merci à vous tous d'avoir participé Merci. à cette table ronde. On va en rester là. Merci à vous pour vos questions.